Ah, il y a déjà l'enregistrement qui est. Ok, salut Daniel, comment vas-tu? Comment ça va? Hello, hello. Ah, Ok, excellent. Merci Steven. Super, super. Merci. génial. Ok, donc là ça marche. Ça a l'air de marcher parfait. Excellent. Et donc si je mets si je mets un texte par exemple, tout le monde pourra le voir. Oui. Waouh, c'est cool. Ouais, donc je le mettrai en suffisamment grand. Je le mettrai en suffisamment grand. Oui, oui. Alors bienvenue, bienvenue pour la suite du chapitre. Bien sûr, on va faire des révisions de ce qu'on a fait la dernière fois parce que ça a été assez dense, on pourrait dire. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, si vous voulez, on peut faire déjà une petite méditation pour se poser tranquille. Vous pouvez avoir une posture la plus confortable possible. Et puis, essayer de vous faire votre petit sas de décontamination par rapport à la vie active, tout ça. On va essayer d'avoir notre tranquillité pour essayer d'analyser la nature des choses. Et donc, si vous voulez, vous pouvez visualiser votre source de refuge dans l'espace en face de vous, à une distance d'une prosternation longue. Cette source de refuge, quelle qu'elle soit, si c'est votre maître racine, il est souriant, il vous accepte exactement tel que vous êtes et il est à lui-même la personnification de toutes les sources de refuge. Et donc, vous pouvez prendre le temps de visualiser comme vous le souhaitez, tranquillement, à votre rythme. Et puis, bien sûr, tous les êtres autour de vous qui ont désespérément soif de bonheur depuis des temps sans commencement, ils sont exactement comme nous, ils souhaitent être heureux exactement comme nous, échapper à la souffrance exactement comme nous. Et tous les êtres ont le potentiel d'échapper à la souffrance. Tu peux te rapprocher si tu veux, Marco. Parce que t'as pas de tapis sous les chevilles. Ça risque de faire mal au bout d'un moment. Comme tu veux. Et donc, tous les êtres, sans exception, qui ont désespérément soif de bonheur et qui, malgré tout, n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à obtenir le bonheur. Malgré tout, ils ont le potentiel d'obtenir le bonheur. Et donc, on peut cultiver cette impartialité infinie en les embrassant tous d'un même regard. Il n'y a aucune différence entre tous ces êtres, entre eux et nous. Nous sommes tous pareils dans le souhait d'obtenir le bonheur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez cultiver la bienveillance infinie, aspirer à ce que tous les êtres obtiennent le bonheur et les causes du bonheur. Vous pensez au bonheur temporaire de la naissance supérieure et le bonheur stable et définitif.
la libération et l'éveil. On peut penser aux causes du bonheur temporaire que sont l'éthique, l'abstention des négativités, la mise en place d'actes vertueux, et les causes du bonheur stable et définitif, les trois entraînements supérieurs, à l'éthique, à la concentration et à la sagesse, et les six perfections. Et vous pouvez bien sûr associer à ça la responsabilité universelle, puis-je à moi seul faire en sorte que tous les êtres pratiquent l'éthique, pratiquent l'abstention des négativités, pratiquent les trois entraînements supérieurs, pratiquent les six perfections. Et donc si vous pouvez le faire, si vous le souhaitez, vous pouvez pratiquer Tonglen pendant quelques instants. Inspire compassion, expire bienveillance. Puissent toutes les souffrances de tous les êtres mûrir en moi et en moi seul. Puissent-ils être tous préservés de toutes ces souffrances, toutes les difficultés qu'on éprouve, toutes les souffrances qu'on peut éprouver, les galères, les problèmes. Puisse ceci être la manifestation de la souffrance de tous les êtres qui mûrit uniquement en nous, et puisse-t-il en être préservé par cela. Et en échange, vous pouvez offrir vos qualités, votre pratique, vos actes vertueux, votre confiance intérieure. Et vous pouvez conclure avec le développement de bodhicitta. Puissé-je obtenir la perfection intérieure pour le bien de tous les êtres, pour aider tous les êtres à actualiser ce potentiel de la nature des Bouddhas. Que tous les êtres puissent parachever ce potentiel qui demeure en eux depuis des temps sans commencement, qui ne demandent que ça, que d'être nourris, épanouis,
parachevé dans toute sa splendeur. Par cela, s'engager à accomplir les moyens d'obtenir l'éveil, éliminer les voiles grâce à la sagesse de la vacuité. Et pour verbaliser cet engagement, on peut réciter 3 fois la prise de refuge si vous le souhaitez. Sangye Churon Soki Chonamla, Janju Bardu Dani Kyasuchi, Dagi Jinso Gibe Tsoknamki, Dola Benjir Sangye Dubar Jo, Sangye Churon Soki Chonamla, Janju Bardu Dani Kyasuchi, Dagi Jinso Gibe Tsoknamki, Dola Benjir Sangye Dubar Jo, Sangye Churon Soki Chonamla, Janju Bardu Dani Kyasuchi. Dagi Jinsogi ve Tsoknamki, Dora Benjir Sangye Duba Jo. Notre maître Racine est extrêmement satisfait, c'est ce dont il rêve pour nous depuis des temps sans commencement, que nous nous engagions à développer, cultiver cette nature de Bouddha grâce à Bodhicitta, grâce à la sagesse de la vacuité. Donc pour bénir, renforcer, stabiliser cette aspiration, il rejoint le sommet de notre tête et le sommet de la tête de tous les êtres et vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Merci beaucoup. Très bien, très bien, très bien. Et donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? C'était il y a au moins une ère cosmique incommensurable. Voilà, ça c'est fait. De quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? On a commencé à parler du début du texte. Et le début du texte, donc le début du chapitre 9, très bien. Et donc le chapitre 9, c'est donc sur la sagesse. Pourquoi est-ce qu'on a ces 10 chapitres dans le texte? C'est un petit peu le résumé, on pourrait dire l'explication de cette fameuse strophe qu'on connaît tous par cœur. Ouais. Puisse la précieuse bodhicitta naître là où elle n'est pas née, et là où elle n'est pas née, puisse-t-elle toujours se développer, ne jamais décliner, toujours s'accroître. Ouais, cette fameuse strophe, Chanjusen Choripoche, etc. Oui. Ok, et donc vous savez qu'il y a plusieurs chapitres qui correspondent au fait de produire bodhicitta. Ouais, ce sont les quels chapitres? Le 3 en particulier, mais le 3 il est un petit peu le résultat du 2, qui lui-même est le résultat du 1. Voilà, exact. Exactement le 3 premier chapitre. Exactement pourquoi? Parce que sinon, on va débarquer dans un centre bouddhiste, etc. On va nous dire, OK, ou dans un lieu où on parle du dharma, etc. On va nous dire, il faut développer bodhicitta. D'accord? Mais c'est quoi bodhicitta? C'est quoi? Ça mange quoi l'hiver? C'est quoi cette bestiole? C'est quoi bodhicitta? Ouais. Ça ressemble d'ailleurs à un mot italien. Felicita, bodhicitta. On pourrait se dire, OK, c'est une pizza, c'est un plat italien que personne ne connaît. Non, c'est quoi bodhicitta? Exactement, c'est l'aspiration à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, exactement. Et donc, si on ne mentionne pas les bienfaits ou les qualités ou même la nature, on pourrait se dire, OK, oui, c'est un truc, c'est peut-être une légende d'il y a 2500 ans, etc.
Ouais, et donc c'est pourquoi le Bodhisattva Shantideva parle d'abord des bienfaits de Bodhicitta. Pourquoi c'est si utile? Ouais. Et finalement, quand on se dit que Bodhicitta, c'est l'altruisme par excellence, on se dit, bah oui, l'altruisme est utile, non? Qui dirait que l'altruisme est inutile? Ouais, qui dirait que l'altruisme, c'est contre-productif ou que l'altruisme serait la cause du malheur, etc. Au contraire, on sait tous que c'est la cause du bonheur, ouais. Ok, très bien. Et donc, c'est pourquoi il mentionne déjà les bienfaits de Bodhicitta dans le premier chapitre. Ouais, et ensuite, le second chapitre, c'était quoi? C'est... Alors, la générosité, elle est diluée dans tous les 10 chapitres, on pourrait dire d'une certaine manière. Ouais. 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 Quand on essaie, par exemple, si par exemple, vous voulez, ou- alors en fait, les trois chapitres, ils correspondent à cette première phrase, ce premier verset. Chanjusan Joribochenma, qui est pas un âme qui est gulti. Oui, puisque le précieux esprit d'éveil, naître là où il n'est pas né, les trois premiers chapitres concernent cela. Ouais. Ça, c'est magnifique. Ouais. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, vous voulez mettre de magnifiques offrandes sur l'autel, vous voulez placer des statues magnifiques sur l'autel, etc., si c'est plein de poussière, et que c'est plein de détritus, etc., si c'est un capharnaüm, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Nettoyer, exactement. On va déjà faire le ménage. Donc, c'est pourquoi on a besoin de faire le ménage dans notre esprit pour développer bodhicitta. Il faut préparer notre esprit, ouais. Et donc, on prépare notre esprit grâce à quoi en particulier? La pratique en 7 branches, que vous connaissez par cœur. La pratique en 7 branches, c'est quoi? Prosternation, les offrandes, la confession, se réjouir, la réjouissance. Oui, supplier au maître d'enseigner et le supplier d'avoir une longue vie. Et enfin, oui, de tourner la roue du Dharma et les dédicaces, exactement. C'est extrêmement méritoire, cette pratique-là, est très, très utile, très pratique parce qu'elle permet de purifier énormément notre esprit. Elle permet aussi de développer suffisamment de carburant karmique pour être en mesure de développer Bodhicitta de la meilleure façon possible. Ouais. Et donc, c'est pourquoi, bien sûr, que le chapitre second s'appelle la confession. Donc, le fait de reconnaître ouvertement nos négativités, les regretter, les purifier. Mais en fait, ça implique la prière en 7 branches, la pratique en 7 branches. Ouais. Ok. Et donc, dans les strophes, justement, qui concernent le chapitre 2, chapitre 3, on retrouve la pratique en 7 branches. Ouais. Ouais. Ok, ça vous parle? Bien. Mhm. Très bien. Et une fois on a fait cette pratique en 7 branches pour purifier les négativités, pour faire le ménage dans notre esprit et pour embellir notre esprit. Ouais, quand on veut embellir l'autel, on met de magnifiques offrandes, etc. On met un beau tissu, etc., pour que ce soit joli, inspirant, etc. Grâce à l'accumulation de mérites, la réjouissance, le fait de supplier le maître d'enseigner, le supplier de rester parmi nous, etc. Ça permet d'accumuler des mérites. Et donc, grâce à ces mérites, qu'est-ce qu'on peut faire? Développer bodhicitta. La prise effective de bodhicitta, c'est le chapitre 3. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Donc, il y a la prise effective en tant que prise de bodhicitta d'aspiration et il y a la prise des vœux de bodhisattva. Ouais, le chapitre 3, c'est en particulier la prise des vœux de bodhisattva. Ouais, ok, très bien. Et donc, ce qui est bien, c'est que dans les vœux de bodhisattva, on peut les étudier avant de les prendre. C'est ça qui est bien. Ouais, ok. Et donc, une fois qu'on les a pris, c'est très important, n'importe quel précepte qu'on a pris, quel engagement, les engagements qu'on a pris, on essaie de les maintenir. Ouais. Si on ne peut pas les maintenir, à ce moment-là, il vaut mieux les rendre. Ouais, si on se dit, OK, j'ai peur de les entacher, etc., il vaudra mieux les rendre. Mais les vœux de Bodhisattva, en général, on ne les rend pas. Pourquoi? Parce qu'on les prend jusqu'à l'éveil. On les prend jusqu'à l'éveil. Et OK. Et donc, cette prise de vœux de Bodhisattva, une fois qu'on les a pris, on s'y engage, on essaie de ne pas faire dégénérer Bodhicitta, parce que si on fait dégénérer Bodhicitta, les vœux de Bodhisattva, on risque de les rompre. Et là, ça pourrait ralentir d'autant notre progression sur l'éveil. Oui, et donc c'est pourquoi le second verset de cette strophe, c'est, donc les premiers, c'est Chanju Zenjo Rinpoche, Ma qui est pas Nam qui est Gyurchi.
Ouais, puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né. Donc ça, c'était les 3 premiers chapitres. Et ensuite, exactement, puisse-t-il ne pas dégénérer là où il est né. Et donc, on a 3 chapitres qui suivent qui concernent le fait de ne pas faire dégénérer bodhicitta. Ouais. Ok, donc comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire dégénérer bodhicitta? Chapitre 4. Oui, ça va venir après, en effet. La vigilance aussi viendra juste après. L'attention de tête. Bravo. L'attention, littéralement, c'est pas Gyö en tibétain, c'est l'esprit consciencieux. Mais dans certains cas, c'est interchangeable avec l'attention. On essaie d'être attentif, de faire attention, ouais, de faire gaffe, tout simplement. On fait attention. Donc, on connaît nos vœux, on essaie de les apprendre par cœur, de les connaître, de faire attention s'il y a des situations qui pourraient aller à l'encontre de nos vœux. Ouais. Et donc, il y a la vigilance aussi. Il y a l'attention et la vigilance. Exactement, les deux vont de pair d'une certaine manière. Ouais. L'attention, c'est quoi? C'est placer notre esprit sur un objet en particulier. Ouais. Dans les définitions, dans les facteurs mentaux, etc., c'est le non-oubli d'une chose familière. Ouais. Jipe Ngopo La Sengi Jepa Mepade. Ouais, c'est le non-oubli d'une chose familière. Ouais. Ok. Et donc, ça veut dire familière, ça veut dire qu'il faut se familiariser avec nos vœux si on les a pris. Il faut savoir quel type de vœux on a pris. Il faut les connaître. Ouais, les réviser régulièrement, etc. Ok, pour être sûr de ne pas aller à l'encontre de ces vœux. Très bien. Et donc, ça, c'est l'attention, c'est-à-dire le placement de notre esprit sur ces choses familières. Et grâce à la vigilance, on observe si on va un petit peu de travers ou pas, pour essayer de remettre l'esprit sur les bons rails. Ouais, ça vous parle? Magnifique. Ok, donc là, on a parlé des chapitres 4 et 5. Et ensuite, 6. Bravo. 20 points Ouais, pour Gryffondor. Chapitre 6. C'est facile finalement le Dharma, non? Très bien. Qui est donc entre le 5 et le 7. c'est formidable. Et c'est quoi le 6? Ça concerne quoi? La patience. Bravo. La patience. OK. Pourquoi la patience? Pourquoi c'est si important la patience? Pour ne pas se mettre en colère. Pourquoi? Parce que se mettre en colère, pourquoi c'est si malsain? Oui, exactement. On pourrait remettre en question toutes nos vertus, etc. Et ce serait extrêmement dommage. Oui. Et donc, en effet, on pourrait même dire d'une certaine manière, même si on les a dédiés d'une certaine manière, si on les dédie, mais sans la sagesse de la vacuité, ils peuvent encore être vulnérables d'une certaine manière. Mais en effet, si on les dédie de la meilleure façon qui soit, normalement, elles sont intouchables. Ouais, mais la plupart du temps, on ne sait pas nécessairement comment dédier, etc. Et donc, à cause d'un moment de colère, surtout de haine, ouais, c'est là où les vertus peuvent être, comment dire, entamées. Le 5 est la cause du 6 qui est l'effet du 5. Oui, la vigilance, exactement, parce que si on n'est pas attentif et vigilant déjà dans la vie au quotidien, on peut faire n'importe quoi. Ouais, on peut faire n'importe quoi. Si vous conduisez, etc., que vous n'êtes pas attentif et vigilant, que vous conduisez en ville ou ailleurs, ça peut être dangereux. Ouais, et là, c'est d'autant plus important dans la pratique spirituelle. Ok, très bien. Et en effet, si on n'est pas attentif, on pourrait être dans un moment d'insatisfaction, de mécontentement, et à cause du mécontentement et de l'insatisfaction, qu'est-ce qui peut survenir? L'irritation, la colère. Et on pourrait remettre en question de nombreuses vertus qui sont tellement utiles. Ouais, ok. Et donc, c'est pourquoi la patience est si importante. Ok, très bien. Et donc, ça, c'était le chapitre 6. Et ensuite, qu'est-ce qui vient après? Ne me dites pas le 7. Le 7, c'est quoi? C'est facile parce que c'est la perfection, la pratique de la perfection qui vient juste après la perfection de patience. Et comme vous connaissez les perfections transcendantes par cœur, l'effort joyeux, exactement, l'effort enthousiaste. Parce que s'il n'y a pas d'effort enthousiaste, eh ben, on ne mène pas notre projet spirituel à son terme. Donc c'est très important d'avoir cela à l'esprit et de le développer, cet effort enthousiaste. Ouais. Et donc on en a parlé en long, en large et en travers au cours des sessions précédentes.
Et ensuite, le chapitre 8, qui évoque quoi? Alors déjà, excusez-moi, oui, donc déjà 1, 2, 3. Ensuite, 4, 5, 6. 4, 5, 6, c'est pour éviter de faire dégénérer bodhicitta. Et ensuite, pour développer bodhicitta encore et encore, c'est là justement où on a l'effort enthousiaste. Puis, le huitième, la concentration et la sagesse. Exactement, donc le neuvième. Très bien, magnifique. Donc pourquoi la concentration? Parce que si on est dans l'obscurité et qu'on veut voir la réalité des choses, c'est comme si on voulait voir une fresque sur un mur, mais qu'on est dans l'obscurité. Et donc on pourrait avoir une lampe torche. Mais si on tremble, ou que la lampe torche est trop vacillante, etc., on passe d'un détail à l'autre, etc., est-ce qu'on peut vraiment voir la fresque dans l'obscurité? Ce serait difficile, ouais, parce que c'est trop fluctuant. Même si la lampe torche est suffisamment brillante, vu que c'est un faisceau, et que là, on serait en train de trembler ou qu'on passerait d'un truc à l'autre, etc., ça ne fonctionnerait pas. Il faut la stabilité. Très important d'avoir la stabilité. Ouais, quand on veut comprendre la voie vers l'éveil, quand on veut comprendre la nature des choses, la vacuité, etc., si notre esprit est parti, est trop distrait à cause de certaines habitudes de distraction, à cause de tout ce qu'on peut trouver, les Facebook et les WhatsApp, les notifications, les machins, les trucs et tout ce qu'on doit faire dans une journée, si on est trop distrait, on n'y arrive pas, on prend de sales habitudes, on n'arrive pas à rester concentré 5 minutes pour essayer de réfléchir. Et donc, c'est une entrave extrêmement grave. Ouais, donc, c'est pourquoi développer la concentration, c'est très utile. OK, très bien. Et bien sûr, la sagesse. Et bien sûr aussi la sagesse. La sagesse, pourquoi la sagesse de la vacuité est si importante? Elle détruit l'ignorance, exactement. Elle détruit l'ignorance. Salut, boss. C'est une émanation de Steven qui se manifeste. Oui, exactement, c'est les différents corps d'émanation. Ah, c'était pas assez cadré? Ok, parce que je ne me vois pas. Ok, très bien, très bien, très bien. Euh, et donc, oui, parce que si, par exemple, on veut développer la patience, c'est pour contrecarrer quoi? On a dit la colère. Est-ce que la patience peut éliminer définitivement la colère? Non, pourquoi? Oui, ouais, ok, oui. Les graines sont toujours là. Les graines sont toujours là. Si, en effet, si on développe la patience, ça veut dire que au moment où on est patient, on ne peut pas être en colère. Ça, c'est clair et net. Au moment où on est patient, on ne peut pas être en colère. Donc, ça veut dire que la colère n'est pas manifeste au moment où on est patient. Ouais. Mais les graines sont toujours là. Ça veut dire que ça peut revenir à la vitesse d'un cheval au galop. Ouais. Qu'est-ce qui permet d'éliminer les graines des afflictions? C'est la sagesse de la vacuité. Exactement. Donc, en effet, c'est lié au fait de parler des perfections transcendantes. Ouais, quand on parle des perfections transcendantes, pourquoi ça transcende le monde grâce à la sagesse de la vacuité. Ouais. Ok, très bien, très bien. Ça vous parle jusqu'à maintenant? Ouais, c'est que des révisions. Ouais. Ok, très bien. Et enfin, le deuxième chapitre, c'est pour la dédicace effective. Ouais, ok. Puis, le précieux esprit d'éveil, naître là où n'est pas né, et là où n'est pas né, puisse-t-il ne pas décliner, mais toujours s'accroître. Ouais, donc, le dixième chapitre, ce sont les dédicaces pour justement mener à bien cette pratique du développement de bodhicitta. Ok, très bien, très bien. Et donc, la sagesse de la vacuité, on pourrait dire, c'est ce qui nous permet de mener à bien ce voyage vers l'éveil. Parce qu'en effet, développer, se dire, oui, puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, c'est très bien. Ouais, bodhicitta, c'est magnifique, c'est l'attitude la plus magnifique qui puisse exister dans ce monde. Mais en même temps, si on n'associe pas un aspect cognitif à cet aspect affectif, dans ce cas-là, on ne pourra pas éliminer les voiles. Et donc, on a besoin de connaître la réalité. Ouais, l'état de Bouddha, c'est quoi? C'est le vaste et le profond. Ouais, c'est le corps du Bouddha et la sagesse du Bouddha. Ouais, le corps du Bouddha, on pourrait dire, c'est le vaste, c'est l'aspect panoramique. Ouais. Et la sagesse du Bouddha, c'est le zoom, c'est le profond. Et donc, ça veut dire que sur la voie, on a besoin de cultiver ces deux aspects, l'aspect affectif extrêmement vaste et l'aspect cognitif qui réalise le profond.
Ouais. Et donc, c'est ça, l'union des deux qui permet d'éliminer les voiles totalement. Est-ce que ça vous parle? Ok, et donc c'est pourquoi on a besoin de la sagesse. Et c'est ce que dit le Bodhisattva Shantideva. Toutes ces pratiques, toutes ces branches ou tous ces préliminaires ont été enseignés par le sage ou par le Bouddha en vue de mener vers la vacuité. Tous les enseignements du Bouddha ont pour vocation de nous orienter vers la sagesse de la vacuité, nécessairement. Ouais. Ok, très bien. Et donc c'est pourquoi ensuite on a vu les premières strophes, on a vu qu'en effet, il y avait les vérités conventionnelles et les vérités ultimes. C'est quoi une vérité conventionnelle? Une vérité qui est vraie au regard du non. C'est une vérité qui est vraie au regard de l'ignorance. Mais on pourrait dire quand même la vérité ultime est considérée comme étant vraie au regard de l'ignorance. Une Il y a des vérité, gens, c'est déjà de l'ignorance. il y a des gens, il y a des gens qui absolutisent la vacuité, qui est l'absence d'absolu. Et donc cette vacuité peut être rendue comme étant absolue. Pourquoi? À cause de notre ignorance. Mais si on dit qu'on est dans la sagesse, c'est déjà de l'ignorance, parce qu'on fait une notion, une dualité entre ignorance et sagesse. Ouais, Et si on est vraiment dans la sagesse, il n'y a plus de notion de sagesse ou d'ignorance. ok. Et oui, je pense. Oui, conventionnellement, il y a toujours sagesse et ignorance. Oui, exactement. Il y a toujours cette distinction des deux vérités. Oui. Et donc, pourquoi d'ailleurs? Oui, donc la vérité conventionnelle, donc c'est ce qui est observé ou trouvé par une cognition valide conventionnelle, tout simplement. Ou relative, exactement. Vous voyez, ces différents termes. Relatif, conventionnel. euh, il y a quoi aussi? Voilé aussi, ouais, il y a ce sens-là aussi. Ouais. Et c'est une apparence. Ok, tout à fait, c'est une C'est aussi apparence. une nature des choses. Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux vérités. Ouais. Donc la vérité ultime, c'est quoi d'ailleurs? C'est quoi là? On pourrait dire la définition d'une vérité ultime? C'est, on peut pas aller au-delà, exactement. C'est la vérité finale, c'est l'envers du décor, c'est la véritable nature des choses, c'est le véritable mode d'être des choses, exactement. Sans commencement ni fin. Ok, pourquoi pas? Oui, ouais, pourquoi pas? Il n'y a plus de concept. On pourrait dire qu'en effet, la vérité ultime, elle se montre exactement telle qu'elle est à une perception directe. Ouais, à une perception directe yogique. Ouais. Alors que les vérités conventionnelles, elles se montrent à ce qui est n'importe quelle autre cognition, n'importe quelle autre conscience qui n'est pas une réalisation yogique de la réalité des choses. Ouais. On pourrait dire ça comme ça. Alors, pour les prasangika, oui. Pour les prasangika, n'importe quelle perception yogique est nécessairement valide. Pourquoi? Parce que même les subséquentes, les moments ultérieurs, pour les prasangika, ça va être considéré comme des conditions valides. Pour les autres écoles, comme les Sotantika, ils vont dire que les moments subséquents ne sont plus des conditions valides. Restent des conditions qui réalisent leurs objets, mais sont des moments subséquents et donc ne sont plus nouveaux. Et donc, si c'est plus nouveau, ça ne peut plus être valide pour les autres écoles. Alors que pour les prasangika, ils n'ont pas besoin de dire que c'est nouveau. Du moment que c'est une cognition qui réalise son objet principal, c'est ce qui compte, ouais, même si c'est les moments ultérieurs. Arrêtez de ça, mais même pour la question du fait, il n'y a pas de conditions qui sont fausses dans notre jusqu'à la chemin de Alors, en fait, oui. Alors, fausse, non. Une perception yogique ne peut nécessairement pas être fausse, puisqu'elle est nécessairement en accord avec la réalité. Mais les perceptions yogiques, chez les prasangika, il y a des perceptions yogiques qui restent erronées. Alors, erronées, alors on pourrait dire, par exemple, si on va, pour la toute première fois de notre existence, on va sur un glacier, où on va voir les montagnes enneigées, et qu'on nous met des lunettes bleutées. Ouais. De quelle couleur va apparaître la couleur de la neige? Bleu. C'est facile, la philo. Ça va apparaître bleu. Et donc, c'est la première fois qu'on voit la neige. Et donc, on va dire, bah, de quelle couleur est la neige? On va dire, bah, la couleur de la neige est bleue, si on nous pose la question. C'est bon. Vous êtes d'accord? Très bien. Maintenant, on nous enlève les lunettes bleutées. On va se dire, ah non, finalement, la couleur de de la neige, de la blanche est neige. Mhm. De la neige est blanche, vous êtes d'accord? Ok.
Donc, au début, quand on ne connaissait pas la couleur de la neige, on avait une cognition fausse. Parce que notre esprit s'engageait de manière incorrecte vers la couleur de la neige. Ouais, si on nous demandait c'est quoi la couleur de la neige, bah, on l'a vu pour la première fois, mais avec des lunettes bleutées, donc on va dire bah, elle est bleue. Et donc, dans ce cas-là, on se trompe sur toute la plaque. Ouais, ça veut dire que ce qu'on était censé comprendre, eh ben, on ne comprend pas. On le comprend à l'opposé. On va penser que la couleur de la neige est bleue alors qu'elle n'est pas bleue. Ouais, donc là, c'est une cognition fausse, c'est une conscience fausse. OK. Maintenant qu'on enlève les lunettes bleutées, on va se dire, bah non, la couleur de la neige est blanche. Donc là, on n'a plus de cognition fausse. Là, on ne peut plus imaginer que la couleur de la neige serait bleue. Maintenant, on nous remet les lunettes bleutées. Ça va continuer d'apparaître comme étant bleu. Est-ce qu'on va croire à ça ou pas? Non, on ne va plus y croire. Ça va continuer d'apparaître comme étant bleu, donc ça va être erroné. Sauf que nous, du côté du sujet, de notre conscience, on ne va plus adhérer à cette apparence-là. Et donc ça restera erroné, mais ce ne sera plus faux. Et on voit quelque chose qui paraît toujours pas comme une années, mais on ne voit pas. Exactement. C'est tout à fait ça. Oui, si, je ne sais pas si tu as entendu, Daniel. Si, Non, je n'ai pas entendu le. quand on Juste le sort, dernier. Ivan disait, quand on sort de l'absorption sur la vacuité, il y a à nouveau Mhm, l'apparence. Alors, en effet, pour tous mhm, les non-Bouddhas, il y a la sortie de cette absorption sur la vacuité. Ouais, pour les Aryas qui ne ouais, sont pas des Bouddhas, ils ouais. sortent de l'absorption sur la vacuité. Et à nouveau, il Ouais. y a l'apparence d'existence inhérente qui se Ouais. manifeste. Exactement C'est comme, exactement comme avec la neige bleue, ça revient au même, quoi. C'est le c'est même. comme quand on remet les lunettes bleutées, il y a Mhm. l'apparence du bleu, Ouais, sauf qu'on n'y croit ouais, plus. Et bien, pour voilà, les Aryas qui sortent de leur perception directe sur la vacuité, il y a à nouveau l'apparence d'existence inhérente, mais ils n'y croient voilà, plus. C'est erroné, voilà, c'est pas faux. voilà. Ah, ce n'est plus une perception yogique, exactement. Donc, c'est pour ça que c'est une logique qui est plutôt. Ah, alors ça dépend. Si c'est une perception yogique sur la vacuité, ce n'est nécessairement pas erroné. Parce que la vacuité se montre exactement telle qu'elle est à une perception directe. Mais pour les prasangika, ils sont vraiment très spécifiques. Les prasangika acceptent qu'il y ait des perceptions yogiques chez les non-aryas. Ça veut dire qu'une personne qui va méditer sur l'impermanence subtile, méditer sur l'impermanence subtile, va cultiver shamatha et vipassana, et au bout d'un moment, cette personne va avoir une réalisation directe de l'impermanence subtile, donc une réalisation yogique de l'impermanence subtile. Cette personne n'est pas encore un arya, parce que pour être un arya, il faut avoir une réalisation directe de la vacuité. Ça, c'est une condition sine qua non. Donc cette personne n'est pas encore un arya, mais a une réalisation yogique de l'impermanence subtile. Et l'impermanence subtile continue d'apparaître comme si elle existait de manière inhérente. Or, elle n'existe pas de manière inhérente. Donc, même cette perception yogique est erronée. Mais Mhm. si c'est une perception yogique de la vacuité, c'est impossible que ce soit erroné. Ouais, ça joue? Ouais. Alors, ça dépend. Si la personne, normalement, si la personne réalise la vacuité d'un phénomène, c'est comme si elle réalisait la vacuité de tous les phénomènes, puisque c'est exactement le même niveau de profondeur. Sauf que si la personne médite sur la vacuité de sa personne, par exemple, de son ego, de son soi, etc., cette personne va réaliser le non-soi de la personne directement. Mais en effet, comme c'est ce que dit Aryadeva, il dit réaliser la vacuité d'un phénomène revient à réaliser la vacuité de tous. Et donc, ça veut dire que la vacuité de cette personne-là ne sera pas différente de la vacuité des autres personnes ou des autres phénomènes, etc. Malgré tout, la personne est en train de réaliser le non-soi personnel, parce que ce qu'elle cherchait initialement, c'était une personne existant de manière inhérente. Maintenant, si la personne ne se satisfait pas de ça et va continuer maintenant à chercher, par exemple, la vacuité de la conscience, par exemple, la personne va pratiquer le Mahamudra, donc dans ce cas-là, cette personne va réaliser le non-soi des phénomènes, même si ce non-soi n'est pas distinct en termes de profondeur du non-soi de la personne. Une personne qui a une réalisation directe de l'indépendance, Oui, ce serait donc une perception fausse, erronée. erroné, pas fausse, parce que fausse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre esprit s'engage de manière incorrecte vis-à-vis de la réalité. Alors que erroné, c'est comment l'objet apparaît. Est-ce qu'il y a une distorsion dans l'apparence ou pas? Ça, c'est ce qu'on a vu hier soir. Donc, si tu regardes le replay de hier soir au débat, dans les débats, on a parlé de ça hier soir. Mais c'est pas grave, ça fera une excellente révision. C'est là où on parle de l'objet apparent et l'objet d'engagement. L'objet apparent, c'est ce qui se passe du côté de l'objet. Comment est-ce qu'il apparaît à la conscience? L'objet d'engagement, c'est comment est-ce que la conscience s'oriente vers son objet.
c'est deux choses différentes. Comment est-ce que le sujet va vers l'objet, ça c'est l'objet d'engagement, et comment est-ce que l'objet s'oriente d'une certaine manière, comment est-ce qu'il se comporte vis-à-vis du sujet, ça c'est l'objet apparent. Donc la façon, oui, là pardon, Quand vous dites une réalisation directe oui, de la permanence, oui. c'est quoi? C'est une apparence ou c'est un engagement? C'est quoi? Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que normalement, quand on parle d'une perception directe, en général, l'objet qui apparaît, c'est celui vers lequel on s'engage. Donc, quand on parle d'une perception directe, en général, on pourrait dire que les deux sont équivalents d'une certaine manière. Si on dit, pour une perception directe, par exemple, la couleur bleue, pour une perception visuelle, la couleur bleue est l'objet d'engagement, puisque c'est ce vers quoi s'engage la conscience visuelle, et c'est aussi l'objet apparent, puisque c'est ce qui apparaît à cette conscience visuelle. Ouais, donc l'objet d'engagement et objet apparent peuvent être équivalents. Pas dans tous les cas, parce que si on dit, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais si on parle de la conscience conceptuelle, là c'est très différent. La conscience conceptuelle, si vous pensez au bleu, le bleu est votre objet d'engagement. C'est ce vers quoi s'engage votre conscience. Mais quel est l'objet apparent? L'objet apparent, c'est quoi? C'est le reflet conceptuel du bleu. C'est le concept du bleu. C'est ça l'objet apparent. Donc dans ce cas-là, ils sont extrêmement distincts. Pour la perception directe, c'est plus flou. Ouais. Ça joue? Ok. Donc les prasangikas sont les seuls à parler de perception yogique dans le continuum des non-aryas. Pour les non-prasangikas, si quelqu'un a une perception yogique, c'est un arya. C'est une personne supérieure, ce n'est plus un être ordinaire. Hein? Pour les non-prasangikas. Si quelqu'un a une perception yogique, c'est un arya. Exactement. Ah bon, n'importe C'est quelle même dans, perception yogique, c'est si même pas dans sur la la- définition d'une perception yogique chez les Sautrantikas, ils vont dire dans le continuum d'un arya. Même si c'est pas sur la vacuité. Même si ce n'est pas sur la vacuité, exactement. Alors que les prasangikas vont dire non, pour être un arya, il faut avoir une perception yogique de la vacuité. Si c'est la vraie nature des choses, qui n'est pas la vacuité, n'est pas la vraie nature des choses, mon impermanence Alors subtile. pour les non-arya, pour les non-prasangikas, pardon, la nature des choses, c'est quoi? C'est les 16 aspects des quatre nobles vérités. Ah, oui. La nature des choses, c'est les quatre nobles vérités et les 16 aspects que vous connaissez par cœur. Et donc pour eux, c'est quoi? C'est l'impermanence, la souffrance, la vie de le non-soi, etc., etc. Et donc pour eux, c'est ça la nature des choses. Et donc avoir une réalisation yogique de l'impermanence subtile, pour eux, c'est être un arya. Pour les prasangikas, non, loin de là. Ok, très bien, très bien. Donc on a dit, très bien, une vérité. Pourquoi est-ce qu'en effet on a les deux vérités? Parce qu'on a l'apparence et la réalité. La façon dont les choses apparaissent et la façon dont elles existent en réalité. Ouais, donc ça, on trouve ça partout. Ouais, pour toutes les écoles bouddhistes. Ouais, vous avez les Vaishikas vont dire que l'apparence, c'est quoi? C'est tout ce qui est fabriqué. Ouais, c'est tout ce qui est fabriqué par des particules infinitésimales, tout ce qui est fabriqué par des moments infinitésimaux de conscience, etc. Ça, c'est des vérités conventionnelles. Et les briques constitutives de l'univers, le boson de Higgs, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez trouvé au CERN la dernière fois. Je l'ai pas ramené à la maison, non, malheureusement. Vous ne l'avez pas trouvé. Et le truc Je l'ai je l'ai cherché partout, mais je l'ai pas ramené. Donc pour les Vaibhashika, les vérités ultimes, c'est les bosons de Higgs. C'est les particules infinitésimales de la matière, les moments infinitésimaux de conscience. Pour eux, c'est ça des vérités ultimes, parce que ça résiste à l'analyse ultime. On ne peut plus les scinder. C'est les Lego, les briques de Lego de la réalité. C'est ça pour eux les vérités ultimes. Ça résiste à l'analyse ultime. Alors que les trucs que vous fabriquez avec un Lego, avec les Lego, le château que vous fabriquez, tout ça, si vous mettez un coup de marteau dessus, est-ce que ça va résister? Non, ça ne va pas résister. Ça va être cassé en mille morceaux. Et donc, c'est pourquoi c'est une vérité relative pour eux. Ouais, pour les Vaibhashika et les Sautrantika qui suivent les Écritures. Ok, très bien. Ensuite, pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, c'est pour ça que j'en parle exprès aujourd'hui, parce qu'on va essayer de voir quelque chose de très, très important par rapport justement à ces apparences et existences inhérentes et est-ce qu'on peut avoir une cognition valide au sein de tout ça. On va en parler aujourd'hui, on va essayer de voir un texte assez bref. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. C'est que pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, une vérité ultime, c'est quoi? Ceux qui ont suivi des débats, ceux qui ont suivi des débats. Et une vérité ultime, c'est quoi pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, pour les Sautrantika qui suivent Acharya Dharmakirti, qui sont les épistémologues bouddhistes?
Oui. Alors pour les Vebashika, ça peut être des impermanents aussi. Les Les impermanents, particules infinitésimales sont impermanentes, etc. Ouais. c'est les impermanents pour les authentiques. Pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, les vérités ultimes, ce sont tous les impermanents, tels qu'ils sont interprétés par lesquels ou pas, en tout cas, oui. Et ce sont tous les impermanents. Pourquoi? Parce que ce sont les objets apparents des consciences ultimes. Une conscience ultime, c'est une conscience non erronée. Une conscience ultime, c'est une conscience non erronée. Et une perception directe chez les Sautrantika, c'est ça, une conscience ultime, parce que c'est non erroné. Et donc, les objets apparents de ces consciences ultimes, de ces consciences non erronées, donc de ces consciences ultimes, leurs objets apparents sont des vérités ultimes. Alors que les objets apparents des... Pardon? Ça va faire comme ça apparaît. Oui, Est-ce que la vu que la conscience est non erronée, la perception directe est non erronée, ce qui est son objet apparent doit exister exactement tel que c'est. Et donc, c'est une vérité ultime. Alors que les vérités conventionnelles, pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, ce sont les phénomènes permanents. Ce sont des sous-existants. Ce sont des fictions utiles. Ouais, donc, ce sont des vérités conventionnelles. C'est du made in China. Alors que les impermanents, c'est du pur et dur, c'est du vrai, c'est du réel, etc. Substantiel. Et oui, exactement, c'est un existant substantiel. Ouais, exactement. Très bien. Et donc, pour les sauts Atlantica, un impermanent, n'importe quel impermanent, pour les Galoupas en tout cas, n'importe quel impermanent existe nécessairement tel que c'est. Ça veut dire que la perception directe, elle voit non seulement la table, mais la table apparaît selon ses propres caractéristiques. Elle doit avoir ses propres caractéristiques, puisque la conscience qui l'appréhende est non erronée. Donc, ils objectifient. Exactement. Des qualités à l'objet. Exactement. Des qualités imputées par l'esprit et donc quand même sur l'objet. Exactement, ça veut dire, alors, on dira que les qualités de l'objet, les qualités impermanentes de l'objet ne sont pas imputées par l'esprit. Elles ne sont pas imputées par la conscience conceptuelle, etc. Ils vont dire que la table existe de son propre côté, son impermanence, etc. Donc, elle a ses propres caractéristiques. Elle existe sans être imputée par une conscience conceptuelle. Et si on comprend ça, on comprend l'objet de négation du prasangika. C'est pourquoi c'est tellement utile d'étudier le Sautrantika, parce qu'on commence à avoir la cible vraiment clairement à l'esprit. Qu'est-ce que est en train de réfuter le Bodhisattva Shantideva? Qu'est-ce que réfute Arya Nagarjuna, etc. C'est justement un phénomène qui existerait par ses propres caractéristiques sans être simplement imputé par une conscience conceptuelle. C'est un existant absolu, un existant inhérent. Et pour les Sautrantika, vu que ce sont les objets apparents des consciences ultimes, eh ben, ça existe exactement tel que la conscience ultime l'appréhende. Et donc, ça doit exister par ses propres caractéristiques. Sinon, cette conscience serait erronée. Or, elle n'est pas erronée. Ouais, ça joue. Ok, donc ça va être très utile par rapport au texte qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Est-ce que vous avez besoin d'une petite pause avant qu'on y aille? Ou pas? Ou ça va? Waouh. Juste pour les Chitanatras, la seule chose qui est substantielle, pour eux, c'est la conscience. Du coup. Oui, C'est alors, pas imputé à l'objet, c'est tout, oui. tout est lié à la conscience. C'est elle qui. Alors non, ils vont dire que en fait, ils vont distinguer tous les existants en trois natures, les natures imputées, les natures dépendantes et les natures parfaitement établies. Seules les natures imputées sont imputées, parce que c'est d'où leur nom, c'est marqué dessus. Ouais, donc tous les impermanents ne sont pas imputés par la conscience et les natures parfaitement établies, la vacuité, etc., ne sont pas imputées par la conscience. Existent de leur propre côté, etc., existent véritablement. Ouais. Ok, très bien, très bien. Ok. Et ensuite, vous savez que, oui, à partir du temps, c'est encore un petit temps où l'apparence, elle a encore ses oui. caractéristiques. Alors, pour toutes les écoles non prasangika, ils vont dire que si ça existe de manière inhérente. Ça existe de son propre côté. Et donc ça, on pourrait même dire si, alors l'apparence d'existence inhérente, ça engendre une conscience qui est erronée. Maintenant, si on adhère à cette apparence-là, là, c'est plus qu'erroné, c'est carrément faux. C'est notre ignorance dans ce cas-là. Notre ignorance qui va dire, bah si, j'existe de manière inhérente, etc. Ou imaginons que quelqu'un arrive et vienne critiquer notre classe et dire, oh, vous, les boubous, vous ne faites que vous asseoir sur un coussin, vous devriez aller bosser, etc., etc.
Ouais, ou vos trucs du Dharma, etc. C'est de la mythologie d'il y a 2500 ans, etc. On commencerait à sentir la mayonnaise qui monte, la moutarde qui nous monte au nez, non? Pas, à part si on ne s'identifie pas à ça. Mais si on s'identifie à ça, ou qu'on disait, oh là là, Christophe, il raconte n'importe quoi, il dit qu'il a étudié, etc. Mais en fait, il raconte n'importe quoi, etc. Je commencerais peut-être à sentir la mayonnaise qui monte. Pourquoi? Parce que je commencerai à identifier mes pseudo-connaissances ou ma pseudo, etc. J'en sais rien, comme si ça existait de son propre côté. Comme si c'était pas simplement imputé par ma conscience. Et donc, à cause de ça, la colère, l'orgueil, la jalousie, etc. Tout ça, toute cette somme de catastrophes arrive à cause de ça, à cause de l'ignorance fondamentale. L'ignorance, c'est une cognition fausse. Ça veut dire qu'elle adhère à l'apparence. Oui, erroné, ce sont les empreintes de l'ignorance. Les empreintes, les rémanences de l'ignorance. C'est ça, c'est le voile cognitif. Et donc, c'est ce qui engendre l'apparence d'existence inhérente. C'est comme l'odeur de l'ail dans la boîte. Même quand on a enlevé, on a mis de l'ail pendant longtemps dans une boîte, même quand on enlève l'ail, il y a encore l'odeur de l'ail dans la boîte. Et donc, même quand on aura éliminé l'ignorance manifeste, il y aura encore les rémanences, il y aura encore l'odeur, l'imprégnation de tout ça. Donc, il y aura encore l'apparence qu'il faudra éliminer grâce à la sagesse de la vacuité. Oui, exactement, tout à fait. Il y a encore l'apparence, nécessairement. C'est les empreintes de l'ignorance qui créent les apparences d'existence inhérente, ouais. Il y a plus nécessairement la saisie, mais il y a encore l'apparence, ce qui se passe du côté de l'objet. C'est sûr que l'objet n'y peut rien. C'est à cause de nos empreintes, ouais, que ça apparaît. Il y a ce filtre qui est là. Ouais, ça joue? Waouh! Magnifique! Ok, très bien. Oui, mais c'est vrai que si par exemple, il y a un truc qui nous plaît dans la vie, il y a un truc qu'on aime bien, qu'on le voit dans une vitrine, ouais, si on le regarde comme ça, vite fait, etc., on va pas nécessairement saisir cet objet. Maintenant, si on s'y attarde un petit peu, ouais, qu'on est là sur Facebook ou sur Amazon ou sur, sur d'autres sites qu'il faut citer, ça pourrait être quoi d'ailleurs? Ah bon, on s'en fout, on est entre nous. Et qu'on commence à regarder un objet qui nous plaît, je sais pas moi, ce qui vous plaît dans la vie. Ouais. Un nouveau bouquin. On va dire qu'on est tous des philosophes. Et donc, un nouveau bouquin du Dharma. Et là, vous le regardez sur Internet et vous dites, OK, est-ce que je peux? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais avoir le temps de le lire, etc. Et donc, vous allez rester sur cet objet, etc. Et au bout d'un moment, panier, basket. J'avais, à Nalanda, j'avais un ami moine très très drôle qui disait à chaque fois basket, basket, basket. C'était Et, euh, et donc, ça va tellement vite, clic, et ça y est. Et donc, pourquoi? Parce qu'on saisit l'objet comme existant de manière, comme étant désirable de son propre côté, etc., etc. Non, on oublie totalement qu'en fait, c'est nous qui fabriquons l'objet. On oublie ce que disait Spinoza. Que disait Spinoza, ce magnifique philosophe bouddhiste? Nous n'aimons pas les fleurs parce qu'elles sont belles parce que nous les aimons. Je sais pas si sa langue initiale, c'était le sanskrit. Il parlait quoi, l'italien? Spinoza? Je sais pas. Ça, c'est magnifique. C'est aggravé en lettres d'or sur la voûte céleste. Et une fois qu'il est à nous, c'est encore pire, exactement une fois qu'on l'a acheté, c'est mon livre. Oh là là, si quelqu'un me disait, ah, j'ai pas ce livre-là, j'adorerais l'avoir, etc., est-ce qu'on serait prêt à le donner? Pas nécessairement. Surtout s'il nous a coûté cher et qu'il est rare à trouver. Exactement, parce qu'on le saisit comme étant nôtre de manière absolue, etc. Mon livre. Non. Très bien, excellent. Ton vélo électrique? Propre corps, ça fait. Notre propre corps, nos organes, etc., etc. C'est vrai, on va direct qu'on saisit l'apparence humaine. Mais oui, si un mendiant dans la rue nous dit, est-ce que tu peux me donner ton rein plutôt que 5 balles? Est-ce qu'on serait prêt à donner notre rein? 5 balles, ça va encore. Mais notre rein ou nos yeux? Oui, exactement. Ou un Arya, Bodhisattva à la rigueur. Mais tant que c'est maintenant, ce serait extrêmement difficile. Et ne serait-ce que notre livre, etc., ou un peu de sang, un moustique, une goutte de sang, un moustique, est-ce qu'on est prêt à la donner?
Pas toujours, pas toujours. Ouais. Dans certains cas, si on a lu Bodhisattva Shantideva à la rigueur, on va se dire, OK, bon, allez, pour cette fois-ci. Mais sinon, ouais. Pourquoi? Parce qu'on saisit à la racine soit nos qualités, soit notre corps, soit notre esprit, soit notre identité de je ne sais quoi, de personnes qui travaillent dans un lieu particulier, etc. On s'identifie, ce qu'on disait hier, ouais, quand les gens sont à la retraite, souvent, il y a beaucoup de gens qui finissent déprimés quand ils sont à la retraite. Exactement, parce qu'ils ont besoin d'aide. Parce on s'identifie énormément. Peut-être pas à ça, mais peut-être à d'autres choses. Au fait d'être parent, au fait d'être grands-parents, au fait d'être parents, au fait d'être oncle, frère, sœur, etc., etc. On s'identifie à quelque chose. Et donc, si on s'identifie à quelque chose, c'est qu'à la base, on saisit ce quelque chose comme existant de manière inhérente, comme existant de son propre côté, sans qu'on y soit pour quelque chose, sans que notre conscience l'impute simplement. Ouais, ok. Donc, en effet, on pourrait dire qu'une vérité conventionnelle, en effet, ça existe conventionnellement, parce que c'est trouvé par une cognition valide conventionnelle. Ouais. Mais hélas, ça continue d'apparaître comme si ça existait de son propre côté, à cause de notre voile cognitif. Et à cause de notre voile afflictif, on va le saisir exactement tel que ça apparaît. On va aller dans le sens de l'apparence. Vous êtes d'accord? Ah oui, le voile cognitif. Oui. Hein? Ouais, il y a un autre, oui, Ok. il faut, il y a un sur les méthodes. Ouais, très bien. Ok. Oui, le voile cognitif, c'est au regard de l'apparent, et le voile affectif au regard de l'attention. Oui, exactement, tout à fait. C'est le voile cognitif, c'est la façon dont les choses apparaissent. Le voile affectif, c'est est-ce qu'on adhère à ça ou pas? Exactement. Exactement comme avec les lunettes bleues et la neige, la couleur de la neige. Si on dit, bah oui, la couleur de la neige est bleue parce que ça m'apparaît comme ça. Et donc, on va saisir l'apparence. Ouais. Si après, on enlève les lunettes et qu'on les remet, on va se dire, bah non, la couleur de la neige, naturellement, elle est blanche. Sauf que, comme on a remis les lunettes bleutées, il y a toujours l'apparence, mais on n'y adhère plus. On n'y adhère plus. Ouais. Et donc, c'est comme les Arya Bodhisattva qui sortent de leur absorption sur la vacuité. Il y a toujours l'apparence d'existence inhérente, mais ils n'y adhèrent plus. Il y a Ouais. toujours les empreintes, mais il n'y a plus les graines. Exactement. Alors, il peut y avoir encore les graines, les afflictions, ça dépend à quel niveau ils sont. Ah, c'est bon. Ouais, ça dépend s'ils sont encore sur les boumis impurs, ils ont encore les graines de l'ignorance fondamentale, mais ils ne vont pas nécessairement saisir, ils ne vont pas nécessairement avoir encore l'ignorance fondamentale manifeste. C'est-à-dire que c'est leur réalisation de la vacuité tellement puissante que c'est comme un choc dans leur existence. Et j'imagine que ils ne vont plus saisir de manière manifeste l'existence inhérente, mais ils ont encore les graines. Ils ont encore les graines tant qu'ils sont sur les boumis impurs. C'est les niveaux de réalisation, ça veut dire que ça commence avec la première réalisation directe de la vacuité. Ça, c'est le premier bhumi. Et ça va aller jusqu'au 10e bhumi. Ouais, donc il y a 10 bhumis, il y a 10 marches vers l'éveil, vers le palier qu'est l'éveil. Et donc les bhumis impurs, ce sont ceux qui sont encore associés au voile afflictif. C'est-à-dire qu'il y a encore le voile afflictif. Ouais. C'est la même chose que dans les tantras supérieurs, quand on parle de corps illusoire, pur et impur. Quand c'est impur, c'est qu'il y a encore le voile afflictif. Voilà, le corps illusoire dénué du voile afflictif, dans ce cas-là, c'est le corps illusoire pur. C'est exactement la même notion dans la pureté. Ouais. Et c'est le même pour tout le monde, ou non? Comment ça? Ceux des boumis qui sont associés au voile affectif. Oui. Donc c'est toujours les bhumis 1 à 7. Ah, du non, c'est Ouais, exactement. Ouais, à partir du 7e. tout à fait. À partir on pourrait dire du 7 inclus. Ouais. Et 8, 9, 10, ce sont les bhumis purs. Il n'y a plus le voile afflictif. Il y a encore le voile cognitif, mais il n'y a plus le voile afflictif. Ouais, ça joue. Waouh, magnifique. OK, très bien. Et donc, c'est là où, justement, dans le texte, on avait vu les premières strophes, on avait vu qu'en effet, il y a les vérités conventionnelles, les vérités ultimes, et le Bodhisattva Shantideva qui dit que l'ultime est au-delà du domaine de l'intellect. Oui, parce que l'intellect, ou l'esprit conventionnel, on pourrait dire, est, est conventionnel, il est mondain. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que la vacuité, en réalité, n'est véritablement un objet que d'une perception directe.
C'est-à-dire que même si on conceptualise la vacuité, on développe de la déduction, de l'inférence, etc., elle ne se manifeste pas telle qu'elle est. Oui, on va encore avoir l'apparence d'existence inhérente de la vacuité à cause du concept. Ouais. Et donc, elle ne se manifeste telle qu'elle est que au regard d'une perception directe. Ouais. C'est pourquoi le Bodhisattva Shantideva disait la vacuité est en deçà ou au-delà du domaine de l'intellect. Ouais. Et parfois, même dans certains textes, ils disent au-delà de l'esprit. Et donc, certains maîtres ont dit la vacuité n'est pas inconnaissable, on ne peut pas la connaître. Si on la connaissait, elle aurait une existence inhérente, elle aurait une existence absolue. Certains vont dire ça, certains l'ont dit, certains ont essayé. Et donc, certains ont dit, ok, donc certains ont dit, bah, puisqu'on peut connaître la vacuité, elle a une existence absolue. Par exemple, dans les traditions Jonang, etc., Dolpopa disait ça. La vacuité, c'est l'absence d'existence absolue, mais cette vacuité, c'est une vérité absolue. Ils ne disent pas c'est une vérité ultime, ils disent c'est une vérité absolue. Et donc, ça veut dire qu'elle a une existence absolue. Ça veut dire qu'elle n'est pas son existence n'est pas simplement conventionnelle. Non seulement c'est la vérité ultime, mais en plus elle a une existence absolue. Elle existe par ses propres caractéristiques. C'est l'absence d'existence absolue, mais elle a une existence absolue elle-même. Certains l'ont dit. Parce que certains disent, en s'appuyant sur cette strophe du Bodhisattva Shantideva, qui dit que la vacuité est au-delà du domaine de l'esprit. Littéralement, c'est ce qu'il dit. Alors parfois, dans certaines traductions, ils disent de l'intellect, ce qui est mieux, ce qui prête moins à confusion. Mais si on lit de manière littérale, il dit c'est au-delà du domaine de l'esprit. Pourquoi? Parce que si on pouvait la connaître, elle aurait une existence absolue. Exactement comme diraient certains, si on recherche la véritable nature d'une table, si on recherche la véritable nature d'une table, est-ce qu'on la trouve? Non, on trouve son absence d'existence absolue. Et donc, ça veut dire que certains vont dire, bah, puisque l'absence d'existence absolue, donc la vacuité de la table, est un objet de l'esprit, cette vacuité, elle a une existence absolue. Et d'autres vont dire, bah non, puisque le Bodhisattva Shantideva dit la vacuité est au-delà du domaine de l'esprit ou de l'intellect, la vacuité, on ne peut pas la connaître. Ça pose question. Mais dès lors qu'on parle de vacuité ou qu'on détermine c'est inconnaissable, c'est uniquement du point de vue de la vérité conventionnelle. Au niveau du Oui. on ne peut plus vraiment parler de connaissable, en fait. Oui, exactement. Ultimement, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. En fait. On ne peut ni C'est la affirmer, ni première chose, infirmer. point, mais on peut plus Exactement. parler, en gros, on ne peut plus Tout à fait. nommer, on ne peut plus désigner. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce qu'on trouve dans le. Même savoir de vacuité, je trouve que c'est Mhm. Exactement. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok. Et donc, c'est pourquoi, dans les commentaires, par exemple, celui-ci, c'est un enseignement de sa sainteté à Ricon en 79. Et là, ce n'est plus publié, mais c'est l'un des meilleurs commentaires qu'on puisse trouver. Il est vraiment concis, mais extrêmement clair. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Et on le trouve plus en plus. Ouais. Parce que la boîte d'édition n'existe plus, ouais. Mais ça, c'est les deux. Et donc, justement, dans ce commentaire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, que, en effet, sa sainteté cite, oui, c'est comme l'histoire de exactement. Ouais. Ouais. J'ai retrouvé le film. Allez-y, c'est pas grave. Allez-y, j'ai retrouvé le film, c'est pas grave. Lâchez-vous. Oui, exactement. Oui. Et qu'on ne peut pas connaître, c'est exactement ça. C'est que la vérité ultime ne serait pas inconnaissable. Et justement, dans les commentaires, et le Bodhisattva Shantideva lui-même, dans son autre texte qu'on avait évoqué la dernière fois, le Shiksha Samuchaya, le compendium des entraînements, il cite le Pitra Putra Samagama Sutra, ouais, le sutra de la rencontre du Père et du Fils, dans lequel le Bouddha dit clairement que toutes les deux vérités sont des divisions exhaustives des connaissables. C'est-à-dire que si c'est une vérité conventionnelle ou si c'est une vérité ultime, c'est nécessairement un connaissable. Donc, c'est un existant. Existant égale connaissable. Si ça existe, c'est connaissable. Si c'est connaissable, c'est existant.
change le vocabulaire là. Ouais, Moi, tu me perds, je hein. traduis. Oui. Mais moi aussi, ça me Mais permet de justement, c'est pour contrecarrer cette vue fausse qui dirait non, la vacuité, on ne peut pas la connaître parce que si on la connaissait, ce serait une vérité absolue. Elle aurait une existence absolue. Et donc certains disaient on ne peut pas la connaître. C'est comme l'apophatisme. Ouais, vous connaissez l'apophatisme? Ouais, on en a parlé la dernière fois. C'est dans certaines traditions, dans le christianisme, certains disent que Dieu est tellement au-delà de tout qu'on ne peut même pas le conceptualiser. Ouais, il est tellement au-delà de tout que aucune conceptualisation ne peut vraiment lui rendre hommage. Ouais, et donc on ne peut pas y penser, etc. C'est juste on ne peut garder que le silence quand on veut parler de Dieu, etc. Exactement. Et donc, on retrouve ça dans la tradition bouddhiste, par exemple, dans le Vimalakirti Nirdesha Sutra, ouais, le sutra des questions ou requis par Vimalakirti, qui était un disciple du Bouddha, un disciple laïque, un grand bodhisattva, et qui faisait semblant d'être malade pour que les autres bodhisattvas viennent le voir et qu'ils puissent parler de la vacuité. C'était son prétexte. Et à la fin, il posait la question à tous les bodhisattvas et à Arya Manjushri. On lui a posé la question et Arya Manjushri a dit on ne peut rien dire. Et quand c'était au tour de Vimalakirti, il a dit pour parler de la vacuité, 3 points de suspension. On ne peut rien dire pour vraiment lui rendre hommage. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle le silence des nobles, Aryas Tushnibhava, le silence des Aryas. Parce que pour vraiment décrire la vacuité, eh ben, c'est comme dessiner un mouton. Est-ce qu'on peut vraiment dessiner un mouton? Non, dit Daniel. Le représentation d'un mouton. Exactement. On ne peut dessiner que l'image d'un mouton. On ne peut pas dessiner un mouton, c'est impossible. Le dessin ne sera jamais le mouton. Ouais. Et donc, le concept ne sera jamais la vacuité. Le concept de la vacuité ne sera jamais la vacuité. C'est pourquoi certains disaient non, on ne peut pas la connaître. Elle est au-delà de tout. Ouais. Et donc, justement, dans les commentaires qu'on trouve, ils citent justement ce sutra, ce fameux sutra de la rencontre du Père et du Fils, qui dit littéralement les deux vérités sont les bases de division des connaissables. Justement pour dire que la vacuité peut être connue. Justement pour contrecarrer cette vue fausse. C'est là où le Bodhisattva Shantideva cite ce sutra. Monsieur, ça, c'est quelque chose qui fait l'expérience. Oui, exactement. Oui, exactement. La définition de connaissable, c'est ce qui est approprié pour être un objet d'entendement, littéralement. Ce qui est approprié pour être un objet d'une conscience. C'est ça que ça veut dire connaissable, littéralement en philosophie, ouais. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'en effet, ça veut dire que n'importe quelle conscience, on ne dit pas laquelle c'est, on ne dit pas est-ce que c'est conceptuel, est-ce que c'est direct, mais n'importe quelle conscience doit pouvoir le connaître. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok, bon, bien sûr. Ici, quand le Bodhisattva Shantideva dit la vacuité, la vérité ultime est au-delà du domaine de l'esprit ou de l'intellect, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie connaissance, la vraie conscience qui peut vraiment comprendre la vacuité telle qu'elle est, c'est une perception directe. Sinon, il y a une relation possesseur-objet, c'est ça? Il y a nécessairement cette relation possesseur-d'objet-objet. Cette relation, ça ne peut pas être une directe. Ah si, si. Quand même. Ça veut dire que quand la personne réalise directement, par exemple, l'impermanence subtile, sa conscience ne devient pas l'impermanence subtile pour autant. Puisque l'impermanence subtile, c'est un composé non associé, alors que la conscience, c'est de la conscience. Mais la conscience ne peut pas devenir un composé non associé, elle ne peut pas devenir un impermanent qui n'est pas de la conscience. Ou un Arya, par exemple, Arya Nagarjuna qui réalise directement la vacuité, sa conscience ne devient pas la vacuité pour autant, puisque sa conscience est impermanente et la vacuité est permanente. Ouais. Oui, oui. Donc, il y a quand même une distinction entre l'objet et le possesseur d'objet, sauf que du point de vue de l'expérience de Arya Nagarjuna, il n'y a pas cette distinction objet-sujet. Ah. Ouais. Mais si le Bouddha observe la réalisation directe d'Arya Nagarjuna, puisqu'il y a nécessairement une distinction, puisque la vacuité est permanente et la conscience d'Arya Nagarjuna est impermanente, le Bouddha verra nécessairement une distinction entre les deux. Mais il réalisera l'expérience d'Arya Nagarjuna qui, pour lui, il n'y a pas cette distinction, du point de vue de son expérience. Mais ce n'est pas parce que du point de vue de l'expérience, il n'y a pas quelque chose que ça n'existe pas en réalité. Ce que disait Acharya Dharmakirti, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Ouais, ce n'est pas parce que du point de vue de l'expérience de l'Arya, il n'y a plus cette distinction sujet-objet, qu'en réalité, il n'y aurait pas de distinction sujet-objet. Il y a bien une distinction. Ouais. Ok.
Très bien, très bien. Ok. Alors, ça dépend. Parce que pour le Bouddha, il y a ces deux types de réalisation directe. Il y a la réalisation de la vérité ultime et la réalisation des vérités conventionnelles en même temps et sans aucune confusion. Ouais. Alors en fait, au regard de la perception directe de la vacuité, il n'y a pas cette distinction, il n'y a pas d'apparence dualiste. Mais au regard de sa sagesse omnisciente qui réalise tous les phénomènes, vu que les phénomènes sont distincts, forcément, si c'est distinct, le Bouddha, qui a une sagesse parfaite, qui réalise les choses exactement telles qu'elles sont, sa conscience doit réaliser que les tables sont distinctes, que nous sommes distincts, etc. Et que la sagesse d'Arianagarjuna et la vacuité dont elle fait l'expérience sont nécessairement distinctes. Parce que c'est la conversation. Parce que, en effet, exactement, cette distinction est purement conventionnelle, parce que ultimement, il n'y a ni unité, ni altérité, etc. Ouais. C'est comme l'apophatisme chez les chrétiens, on va dire que la conscience du Bouddha est au-delà de tous les concepts. Ah, non. Ouais, ça veut dire que, en effet, si par exemple ce livre existe, la conscience du Bouddha doit l'appréhender. Parce que, comme on a dit, existant, connaissable sont équivalents. Ouais, objet de compréhension, une conscience omnisciente aussi, c'est équivalent en philosophie basique chez les Sutrantika, ouais. Namkyang et Sheja, objet de compréhension, une conscience omnisciente. C'est équivalent avec existant. C'est-à-dire que si ça existe, un Bouddha doit le percevoir. Si ça n'existe pas, un Bouddha ne peut pas le percevoir. Et si un Bouddha perçoit quelque chose, ça doit nécessairement exister. Si le Bouddha ne perçoit pas quelque chose, ça n'existe pas. Quand il dit, par exemple, aussi loin que ma conscience remonte, je ne peux pas voir de début au samsara, certains diraient, ah bah parce que c'est trop loin, il ne peut pas le voir. Non, c'est parce que, justement, si sa conscience omnisciente ne peut pas percevoir quelque chose, ça n'existe pas. Il n'y a pas de début au samsara. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc, s'il y a une distinction entre la conscience et la vacuité de la conscience, par exemple, en ce moment, notre conscience est vide d'existence inhérente, en ce moment. Et donc, il y a une distinction entre ces deux vérités, entre la conscience et sa vacuité. Ouais. Il y a une distinction, sauf que les deux sont une même entité. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, non? On avait vu que, on avait vu que la couleur du livre et le livre sont contradictoires, non? Un livre n'est pas une couleur. Vous êtes d'accord? Vous êtes sûr? Ouais. Vous êtes sûr? Et une couleur n'est pas un livre. Ok, donc le livre et sa couleur sont contradictoires. Il n'y a rien qui soit à la fois un livre et une couleur. Mais, Un livre apparaît, la couleur bleue apparaît. exactement, quand ce livre apparaît, sa couleur apparaît. Et quand sa couleur apparaît, le livre apparaît. Ouais, donc pour la perception directe, ils sont indissociables. C'est ça que veut dire ils sont une même entité. Ouais, donc ils sont une même entité, mais restent contradictoires. Comme la personne et ses agrégats. Ouais. Une personne et cinq agrégats, à part pour Jean-Claude Van Damme, c'est contradictoire. 1 et 5, lui il dirait 15 ou 51. Mais normalement, 1 et 5, c'est contradictoire. Une personne, 5 agrégats. Ouais, ok. Mais où se trouvent les agrégats de Myriam? Se trouve Myriam. Exactement. Donc, les agrégats de la personne et la personne sont une même entité, mais elles restent contradictoires. Ça, c'est très important. Et les deux vérités, pour les marianistes, sont contradictoires, mais restent une même entité. Oui, C'est une question un petit peu en marge, mais ce livre il va être perçu conventionnellement différemment selon la classe d'être. oui, Le chien, il va avoir oui, oui. Donc le Bouddha, s'il perçoit ce livre euh, conventionnellement, Ouais. ça va être, enfin, comment dire, c'est presque impossible. Oui. Parce que ça sera en fonction de quelle Mm. classe d'être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a une excellente réponse dans la tradition Nyingmapa. Par exemple, dans le Nyeshe Döme de Mipham Rinpoche. Ouais, c'est sur les deux vérités, etc. C'est sûr. Et il débat beaucoup contre les Gelugpa sans jamais les nommer d'ailleurs. C'est intéressant.
Et il prend cet exemple-là, ouais, qu'on retrouve dans le Madhyamaka Avatara de Charlatandakirti, qui dit on prend un verre d'eau. Pour nous, c'est un verre d'eau. Par exemple, cette eau qui se trouve dans l'oreille, c'est de l'eau. Vous êtes d'accord? Pour un animal, ça pourrait être son habitat. Pour une bactérie, etc., ça peut être son habitat. Ouais, pour un déva, ça va être du nectar, de félicité. Donc, qui a raison, qui a tort? Ouais. Et donc, ça pose question. Ouais, si par exemple, ok. Mais si le Bouddha voit la vraie nature, il voit la vérité, côté émotion. Ouais. Il ne voit pas autre chose que la vérité. Ah bon? Ben, Donc, le Bouddha ne peut pas savoir où se trouve de l'eau. Si on lui demande, est-ce que vous pouvez me dire où il y a de l'eau potable? Je suis omniscient, mais je ne sais rien. c'est ça que Ça poserait question, ça. Ça poserait question, non? Le Bouddha serait omniscient, mais ne saurait pas où se trouve l'eau potable. Non, non, mais c'est ça que je trouve contradictoire, c'est que normalement, pour lui, il voit la vraie nature des choses, quoi qu'il regarde, mais si la vraie nature des choses, c'est leur vérité, non, Alors, il il ne voit pas, il voit les deux vérités. mais Exactement. il voit l'apparence dualiste Oui, oui. et l'apparence dualiste en même temps. Oui, exactement. Tout à fait. Oui, c'est plus que ne pas y adhérer, là, c'est même la vue aussi, l'apparence. Alors, non, c'est au niveau de. Il n'y a pas de vue du côté du Bouddha, parce qu'il n'a pas de conscience conceptuelle. Une vue est nécessairement conceptuelle. Lui, il n'a pas de. Alors, une vue n'est pas nécessairement conceptuelle dans les tantras, mais dans les sutras, oui. Ouais, donc, dans ce cas-là, on dira si c'est conceptuel, un Bouddha n'a pas de conscience erronée. Donc, il n'a pas de conscience conceptuelle. Ouais. Mais il y a toujours l'apparence dualiste. L'apparence dualiste n'est pas un objet d'abandon. Il y a trois types d'apparence dualiste qu'on a vu la dernière fois, d'ailleurs, que vous connaissez par cœur. Il y a l'apparence dualiste, l'apparence d'existence inhérente. Ouais. Il y a l'apparence d'une vérité conventionnelle. Et il y a l'apparence d'une distinction sujet-objet. Ouais, c'est trois apparences dualistes. Quand on parle dans les sutras, parce que dans les tantras supérieurs, il y en a d'autres, mais qui font partie du voile cognitif extrêmement subtil. Alors, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. L'apparence d'existence inhérente, ça fait partie du voile cognitif. Est-ce qu'un Bouddha l'a éliminé? Oui, exactement. Mais l'apparence sujet-objet et l'apparence de vérité conventionnelle ne sont pas des objets d'abandon. Un Bouddha les a au regard de sa sagesse omnisciente. Il sait très bien que sa conscience n'est pas un livre. S'il perçoit un livre. Comment est-ce qu'une conscience pourrait être un livre? Comment est-ce que de la conscience pourrait être de la non-conscience? C'est impossible. Donc la conscience par sur le livre au sens d'approprier en tant qu'objet. C'est ça. Ah si, si, c'est un objet de sa conscience. Il le sait très bien parce qu'objet égale existant. Donc il sait très bien que c'est un objet de sa conscience. Il réalise tout de ce livre. Qui l'a fabriqué, que c'est un livre, combien de pages il a, combien de lettres il y a dedans, combien de molécules, etc. Il connaît tout de ce livre. D'accord. Alors par contre, oui, dans ce qui est abandonné, c'est la propriété du sujet du jeu. Ça, par contre, c'est abandonné. Alors si c'est son livre, il pourrait dire c'est mon livre. Il pourrait quand même dire ça. Mais son livre conventionnellement, il pourrait te le donner facilement. Mais comment il peut dire c'est mon livre s'il ne saisit plus enfin, s'il y a le soit. Alors ça, il faudra qu'on en reparle parce que justement, ça, au cours du week-end, on en reparlera, c'est obligatoire. Non. Soyez patients, j'essaie d'y aller tranquillement, mais je sais que ça vous brûle les lèvres de poser ces questions. On en parlera au cours du week-end. Est-ce que le moi existe ou pas? Parce qu'il ne faudrait surtout pas se tromper. Comme dit Sainte Dalai, si vous doutez d'exister, pincez-vous. C'est très important parce que quand on étudie la philosophie, on pourrait douter est-ce que j'existe ou pas, est-ce que ce qui est mien existe ou pas. Voilà, exactement. N'allez pas, surtout pas sombrer dans le nihilisme. Si vous doutez d'exister, pincez-vous. C'est très, très important. Ouais. Donc, le moi existe. Ouais, ça, c'est très important. Le mien existe, mais conventionnellement. Ouais. Les trois apparences dualistes, donc, pour les Prasangika. Pour les Prasangika, l'apparence dualiste d'existence inhérente. Les Prasangika dans les sutras. C'est l'apparence d'existence inhérente, l'apparence de sujet-objet et l'apparence d'une vérité conventionnelle. Quand la personne, d'ailleurs, c'est ce que dit Sainte dans un enseignement sur les écoles philosophiques, ça n'existe pas en français, c'est que en tibétain, il dit en effet que la définition d'une vérité ultime, définie par les Chittamatras, on pourrait l'appliquer au Madhyamika. Les Chittamatras disent une vérité ultime, c'est ce qui est réalisé explicitement et directement par une cognition valide, sans apparence dualiste. Et une vérité conventionnelle, c'est ce qui est réalisé explicitement par une cognition valide conventionnelle en la présence d'apparence dualiste. Et sa sainteté dit littéralement, on pourrait appliquer ces définitions au Madhyamika aussi. C'est-à-dire que la vérité ultime, comme on l'a dit, c'est l'objet d'une perception yogique directe, en réalité.
c'est ce qui est trouvé par une cognition valide ultime. C'est ça une vérité ultime. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, pour une réalisation yogique directe de la vacuité, il n'y a aucune apparence dualiste. Mais, en effet, pour les vérités conventionnelles, il y a nécessairement les apparences dualistes. Pour le Bouddha, il n'y en a que deux. Au regard de sa propre perspective, quand il regarde un livre, il y a bien l'apparence d'une vérité conventionnelle et il y a l'apparence sujet-objet. Nécessairement. Ce ne sont pas des objets d'abandon. L'apparence d'existence inhérente, exactement. Ça, c'est un objet d'abandon. Pourquoi? Parce que ça fait partie du voile cognitif. Oui? Alors, c'était quoi la question? Exactement. C'était... Ah oui, 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 exactement. Oui. Ah, ça, c'est magnifique. OK. Très bien. Désolé, oui, parce qu'après, il y a des sous-questions, des questions annexes. Donc, Jumi Bam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, si on compare la perception d'un... Oui, exactement, par rapport à l'eau, exactement. Tout à fait. Donc, pour nous, c'est de l'eau. Ouais, pour un déva, c'est du nectar. Et pour un animal, ça pourrait être sa maison, son lieu de vie. Ouais, donc, qui a raison et qui a tort? Jumi Pam va dire que plus on purifie sa conscience, plus on a raison. C'est-à-dire que pour un Bouddha, ce n'est que du nectar de félicité vacuité. Et donc, c'est lui qui a en réalité raison. C'est que tous les autres se trompent, en réalité. Oui, mais si moi, je demande à qui va esclaver, Alors, comme il va percevoir ta perception à toi, il va percevoir. exactement. Puisqu'il est omniscient, il est obligé. Sinon, ce serait une omniscience un peu partielle. Ce ne serait pas vraiment de l'omniscience. Mais comme on l'avait vu à Martigny, on avait parlé pour les trois joyaux, puis il y a beaucoup de débats par rapport à l'omniscience. On va peut-être pas en reparler. Mais si on parle de l'omniscience la totale, l'omniscience totale, telle que c'est évoqué dans certains textes, à ce moment-là, si le Bouddha connaît vraiment tous les phénomènes, il doit nécessairement percevoir la façon dont nous percevons les choses. Et donc, si on lui demande un verre d'eau, il doit percevoir notre façon d'appréhender l'eau. Et donc, Lui le voit comme du nectar. exactement. Et même si lui le voit sans l'apparence d'existence inhérente, il verra qu'à notre perspective, il y a l'apparence d'existence inhérente. Donc, l'apparence d'existence inhérente se manifeste toujours à la perception du Bouddha, mais pas selon sa propre perspective, par ricochet. Non, parce que tu vois du nectar plus la conscience est plus élevée, plus tu vois les choses comment tu as vu. De manière telle qu'elles sont, en réalité. De quoi? Qu'est-ce qui n'est ni de l'eau ni du nectar? Ah bon, c'est pas de l'eau? Non, mais conditionnellement, c'est de l'eau. Oui, Plus conditionnellement, tu vas voir par exemple du nectar. oui, C'est-à-dire que quelque chose quoi, de qualité supérieure. oui, Là, si tu regardes oui, une voiture, tu regardes un caca, oui, tu vas voir quoi? Tu vois, avec l'eau, c'est facile. oui, Donc, exactement. d'accord? Oui, Par exemple, avec le caca. ouais. Pour une mouche, c'est un délicieux repas. Oui, mais c'est une bonne question. Oui, exactement. Ce que je veux dire, Par c'est que exemple, l'eau, c'est un exemple facile. oui, Mais si tu appliques à d'autres objets, oui, c'est un peu plus difficile. c'est très difficile, mais à se représenter. c'est pour ça que les tantras nous aident à ce titre-là. Ouais, dans les tantras supérieurs, on a l'offrande interne. Tu vois, l'eau, tu vas dire, Ouais, pourquoi? Parce que l'eau, c'est liquide, le nectar, c'est liquide. oui, Il y a une base commune, il y a une nature relative, c'est tout. ouais, ouais. Après, si c'est solide, comme le caca, qui n'est pas toujours solide, hein. Je dirais, à quoi d'autre? Désolé. Oui, alors, oui, pour lui aussi, ce sera en fait le nectar peut être solide. Oui, exact, mais en fait, en réalité, c'est ça. C'est pourquoi dans les tantras, on s'entraîne à percevoir de la façon dont le Bouddha perçoit les choses. Pour lui, tout est l'apparence du corps, de la déité, etc. Et l'offrande interne, ce n'est que ça, d'ailleurs, hein, dans le Kapala, etc. C'est vraiment pour essayer de transformer notre perception des agrégats impurs en agrégats purs, etc. Et pour nous habituer à voir de la façon dont un Bouddha voit les choses. Et moi, je pense pas non plus, parce que là, la tendance, cette sorte de pain, Oui, Jumi parle des voitures. pour moi, on prend ça quand, en fait, il a une distance, ça va faire, mais ça veut dire une distance inhérente, et en fait, c'est la mentale, et puis, qu'on peut répondre, et puis, qu'on voit les choses telles qu'elles sont, et en fait,
la méthode, mais ça prend, on peut prendre une avant, en fait. C'est nous qui se prend une Mm. ça, on peut pas. Donc, comment on résout Ouais, en fait, il n'y a pas de inhérent, ouais. c'est Dans ce cas-là, on pourrait dire oui, que pour répondre à cette question, on dirait ça n'a pas d'existence inhérente parce que ça dépend quand même de la conscience qui l'appréhende. C'est-à-dire que pour une conscience non purifiée, ce ne sera pas du nectar de félicité. Donc, il y a quand même la distinction à quel type de conscience appréhende cet objet. Et donc, pour les Gelugpa, c'est plus facile parce que de ce point de vue-là, ouais, pour moi, c'est plus facile de comprendre Jumipam dans la tradition Nyingma pour le premier point. Mais pour cet autre point, les Gelugpa vont dire il n'y a pas de bras, pas de chocolat, pas de sujet, pas d'objet. Pas de sujet purifié, pas d'objet purifié. Donc, si on a un sujet impur, on aura un objet impur, de toute façon. Ouais. Donc c'est pourquoi ça n'aura pas d'existence inhérente. Mais en même temps, quel objet dans le A Dose of Emptiness, je ne sais pas si ce texte est juste magnifique, c'est le Tontun Chenmo de quel objet, qui parle des écoles philosophiques. Et à un moment donné, il répond à cette question-là, il dit qu'en effet, est-ce que c'est de l'eau initialement? On va dire, si on se pose la question, nous, on se dit, OK, est-ce que c'est de l'eau? Puisque nous, en tant qu'être humain, on a commencé à utiliser ça comme étant de l'eau, en réalité, pas en réalité de manière inhérente, mais conventionnellement, ça va être de l'eau qui sera perçue par un déva de manière de nectar de félicité. Mais si on se rendait dans une terre pure d'un déva, etc., et qu'on se posait la question, c'est quoi ce nectar? Pour nous, on le percevrait de l'eau, comme étant de l'eau, alors que pour lui, initialement, c'était du nectar. Pour nous, initialement, c'est de l'eau. Et si un déva arrivait, le verrait comme étant de nectar de félicité. C'est ce que dit Kedubje. Ultimement, c'est ni du nectar, ni de l'eau, Et ni quoi que ce ultimement, ce soit. n'est ni l'un ni Ça, l'autre c'est de toute juste la façon. conscience de chaque classe qui va dire, bah, ça, c'est ça. Oui, Et ça peut prendre n'importe exactement, parce que pas d'objet, pas de sujet, pas de sujet, pas d'objet. Donc, c'est une façon de répondre à ça, mais c'est des questions extrêmement difficiles. un peu plus vrai pour dire que c'est pas un autre. Oui, d'une certaine manière. Exactement. D'une certaine manière. Le caca, c'est pas mauvais. Tu vois le fruit avec la biologie que le monde va faire. Non, mais je me rappelle les couleurs. Du dessin ou un truc. C'est des belles couleurs à la base. Tu mélanges tout. Mais le reste, ça devient en brun et noir. Mais la base, elle est plus. Ouais. Et si on regardait au microscope, on ne verrait même pas ça. On verrait juste des molécules, etc., des quarks, etc. Entre les quarks d'un caca et d'un momo délicieux au Saint-Marcelin, il n'y a pas vraiment de différence de ce point de vue-là, quand on regarde vraiment au chef qui est mal cuit. Mais c'est vrai que si on regarde vraiment les choses au microscope, etc., ou vraiment en disséquant de manière ultime, où est la différence? Le constat de Milan, c'est un peu les conventionnels du palais, c'est plus juste, mais ça reste en conventionnel. Oui, c'est ce qu'on dira, je crois que c'est le chapitre 15 du Madhyamaka Shastra d'Aryanagarjuna, où il se pose la question de la nature foncière des choses. Ouais, par exemple, on pourrait dire que la nature foncière d'une table, c'est d'être du bois, enfin d'être matériel, etc. La nature foncière du feu, c'est d'être chaud et brûlant. Mais ce n'est pas leur nature ultime, c'est leur nature foncière. Donc ça veut dire que c'est ce qui les caractérise, mais ce n'est pas des caractéristiques en soi, malgré tout. Parce que si on va plus loin que la simple apparence, on ne trouvera rien. Ouais. Donc en effet, on peut dire que conventionnellement, il y a des caractéristiques spéciales de certains objets, c'est ce qui les distingue des autres objets, etc. Mais ça reste conventionnel malgré tout. Ouais. Exactement. Oui, exactement. Ça dépend du carburant. Chapitre 10. Magnifique chapitre 10. Waouh. Exactement. Le feu dépend du carburant, le carburant dépend du feu. Donc, si l'un dépend de l'autre, lequel existe en réalité? Ça, c'est juste magnifique. OK. Euh, ouais, l'ambroisie. Dans certains cas, ils disent ambroisie aussi, ouais. Mais dans les tantras supérieurs, par exemple, ils disent, par exemple, quand on fait l'offrande de torma, ça reste du nectar, mais solide. Alors que l'offrande interne, c'est du nectar, mais liquide. Ouais, donc ça reste du nectar d'une manière ou d'une autre, sauf qu'il y en a un qui est solide, ouais, qui ressemble à de la nourriture ou à un magnifique gâteau, un cheesecake. Alors, pourquoi dans ce cas-là, ça c'est une bonne question. Dans les commentaires, ils disent juste que la torma doit être du nectar.
De toute façon, puisque la bénédiction, de toute façon, elle se fait, et la consécration, elle se fait exactement comme dans l'offrande interne. Mais en effet, ils disent simplement que c'est du nectar solide. Ouais. Alors pourquoi? Peut-être que c'est juste pour notre apparence à nous, parce que pour nous, on a besoin de nourriture et de boissons. Pour les dévas, pour les déités, etc. Pour eux, c'est kiff-kiff. Ouais, c'est juste pour notre apparence à nous, j'imagine. Ok, est-ce que vous avez besoin d'une petite pause? C'est jusqu'à quelle heure? C'est midi et demi? Ou c'est midi? C'est quand on veut? Ok. C'est midi. Ok, très bien. Donc, on n'a pas besoin de pause. Il nous reste pas beaucoup. Très bien. Ok. Ok. Donc, c'est cette question-là qui se pose parce qu'après, justement, alors, j'ai pas la même version que vous, mais normalement, on devrait s'y retrouver. C'est juste par rapport à ces points-là parce que ça, c'est juste magnifique. Ok. Et c'est des points importants. Après, peut-être qu'on n'aura pas des choses aussi compliquées le week-end prochain. Parce que si on regarde vraiment le chapitre, c'est ça que je voulais vous évoquer aussi, parce que cette description du chapitre ici, bien sûr, dans le texte de Gaël Sabdier, l'économie du texte est extrêmement précise, développée, etc. Mais ça peut parfois nous confondre. Alors que là, c'est juste dans le sommaire, c'est juste magnifique. Ouais, première partie, les méthodes indispensables au développement de la sagesse. Ouais. Introduction aux deux vérités qui embrassent la réalité. Ensuite, la classification des deux vérités, etc. Ensuite, on ne verra pas les points de vue sur le Chittamatra. Ouais, on va les mettre de côté. Et ensuite, il y aura l'absence d'identité, donc l'absence de soi. Donc l'absence de soi de la personne. Et ensuite, l'absence de soi des phénomènes. Ouais. Et donc, on verra les quatre applications de l'attention. Ouais, les quatre placements de l'attention. Donc ça, on les verra le week-end prochain. Et on verra aussi les raisonnements madhyamika. Voilà, les éclats de diamant, etc. C'est très important parce que si vous voulez faire vos propres méditations analytiques, vous devez savoir quels sont les raisonnements employés. Ça, c'est une condition sine qua non. Et donc, ça, on les verra le week-end prochain, j'espère. Peut-être qu'on va les évoquer ce week-end. Ça dépend aussi comment les cours les réunions vont se construire. Mais je voulais surtout évoquer ces premiers points du chapitre, continuer par rapport à ce qu'on avait vu, les deux vérités, et justement ces débats par rapport à, mais pourquoi est-ce que les Prasangika ont raison? Comment est-ce que les Prasangika ont raison? Parce que qu'on dit, pour pour l'immense majorité des autres écoles, si on dit qu'une table est en effet l'objet apparent d'une conscience ultime qui est non erronée, ça veut dire que la conscience ultime qui est non erronée, elle doit valider l'existence inhérente de la table. Puisque la table apparaît comme si elle existait de manière inhérente. Si notre conscience ne se trompe pas au regard de la table, elle ne se trompe pas vis-à-vis de la nature de la table. Et donc la table existe de manière inhérente. Donc c'est une table inhérente. C'est ce que vont dire toutes les autres écoles. Et donc c'est pourquoi je vous ai apporté ce magnifique texte. Euh, il est OK sur le drive. Très bien. OK. OK. Très bien. C'est le texte. Ok, donc on va voir juste un petit peu le début ce matin et voir la suite cet après-midi. Oui, non, ça c'est de l'anglais. Désolé, j'aurais dû préparer le texte avant. Oui, ok, très bien. Ok, on va y aller tranquillement, ne vous inquiétez pas. Donc ici, c'est ce qu'on trouve dans... oui, on peut mettre plus... ok. Encore plus, mais après, on va pas tout. Enfin, putain. On va voir un mot. On va tous faire comme ça. Ouais. Et alors, je vais le partager pour. Merci. Je vais vous l'envoyer sur le WhatsApp aussi, comme ça, vous l'aurez bien. D'ailleurs, je pourrais. Ah ben non, je peux pas le faire maintenant. Mais je vous l'enverrai sur le WhatsApp à midi, comme ça, vous l'aurez pour cet après-midi. Et c'est juste pour Daniel et aussi pour la vidéo, d'avoir le texte. Ok. Très bien. Donc, ici. Euh, non, je ne l'ai pas encore sur l'ordinateur.
Donc ici, c'est ce qu'on trouve dans How to Read Classical Tibetan, volume 2. C'est un texte magnifique, c'est sur les écoles philosophiques de la Madhya Tsumpa. Et le traducteur, qui est juste excellentissime, Craig Preston, a aussi fait des petites explications que je trouve juste d'une clarté absolue. Enfin, pas absolue, puisque rien n'est absolu, d'une clarté intrinsèque. Donc, bien sûr, là, c'est dans le thème du Madhyamaka. Donc, vous savez qu'il y a deux écoles, Swatantrika et Prasangika. Ouais, autonomiste et conséquentialiste, ça, vous le connaissez par cœur. Mais on pourrait l'appliquer aux autres. Alors, pourquoi il y a cette division des deux écoles? On pourrait d'ailleurs le voir cet après-midi. Peut-être, pourquoi pas. Ok. Parce que j'ai même des diapos par rapport aux magiciens et tout ça. Oh là là, on va s'éclater. Ok. Oui, on pourrait voir ça cet après-midi. Ok. Très bien. Donc ici, pourquoi soit en tout cas pourquoi des autonomistes et pourquoi des conséquentialistes? Je remettrai le texte plus tard. Parce que sinon, on va lire le texte, on va pas m'écouter. Ok, donc ça vient forcément, euh, vous savez que le maître par excellence de la voie médiane, c'est, oui, Ariana Garjuna, exactement, qui a composé plusieurs traités dialectiques, ouais, dont le traité Racine de la voie médiane, ouais, que vous retrouvez commenté par Guy Bugeaud en français dans Stances du milieu par excellence. Ouais, c'était un sanskritiste, il est toujours vivant d'ailleurs, je crois, Guy Bugeaud. C'était un prof de philo à la Sorbonne. Est-ce qu'il est toujours, je ne sais pas. Mais alors parfois, par rapport aux commentaires, il se demande parfois, enfin, on se demande si lui voit où veut en venir Ariana Nagarjuna. Parce que dès le départ, Ariana Nagarjuna, qu'est-ce qu'il recherche? Un soi ultime, un soi absolu, ouais, des conditions absolues, ouais, un mouvement absolu, des vérités absolues, etc., etc. C'est ça qu'il recherche. Donc ça, si on a ça à l'esprit dès le départ, on ne se pose pas la question où veut en venir Ariana Nagarjuna. On sait très bien qu'il va débattre contre des essentialistes, des absolutistes. Ouais. Quand les autres viennent débattre avec lui en disant ah oui, mais vous réfutez la cause, l'effet, etc. Non, il réfute une cause absolue, un effet absolu. Jamais une cause conventionnelle, jamais un effet conventionnel. Ouais, si ça, on a ça clairement à l'esprit, tout va bien. Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc, il a composé ce texte, le traité Racine de la voie médiane, euh, qui a été commenté, bien sûr, après, par d'autres grands maîtres. Ouais. Acharya Buddhapalita, ça existe en anglais d'ailleurs, ouais. Sa traduction, son commentaire traduit en anglais, ça existe. J'ai plus le titre en tête, mais ça, vous pouvez le trouver facilement. OK. Et ensuite, il y a eu Acharya Bhavaviveka qui a donné un commentaire et qui a donné tort à Acharya Buddhapalita qui, lui, employait des conséquences à l'absurde, exactement comme fait Adhyana Garjuna. Ouais. Par exemple, quand il dit OK, pour une forme existant en soi ou pour une forme qui existe déjà, quel besoin a-t-elle d'avoir une cause? Si la forme existe déjà, quel besoin a-t-elle d'avoir une cause? Et si la forme n'existe pas, quel besoin d'avoir une cause? Elle n'existe pas. Ouais. Et donc Acharya Bhavaviveka va contredire Acharya Buddhapalita. Ouais. En disant non, on a besoin de syllogisme. Vous savez parfaitement ce qu'est un syllogisme. Vous étudiez la philosophie et tout ça. Ouais. Sauf que Acharya Bhavaviveka, lui, il disait il faut des syllogismes autonomes. Ouais, ça veut dire que le sujet, le prédicat et la raison doivent être compris par les deux parties qui débattent comme existant de manière autonome. Et donc, c'est pourquoi, quand Acharya Chandrakirti est arrivé, a donné tort à Acharya Bhaviveka, il a dit, lui, il est autonomiste. Et Acharya Buddhapalita, comme il emploie des conséquences, il est conséquentialiste. Ouais, ça veut dire que quand on emploie la conséquence, on n'a pas besoin d'adhérer à la vue de l'autre. Ouais, si par exemple, quelqu'un disait, OK, le son est permanent. Ouais, parce que les Mimamsaka, les Vaisheshika, etc., certains non-bouddhistes disaient que le son ou les Védas, etc., étaient une caractéristique de l'espace incomposé. Il n'avait pas d'auteur humain. C'est une caractéristique de l'espace incomposé. Si on est suffisamment près, on peut entendre les Védas. Ouais. Et donc, ils sont permanents, ils sont là pour toujours, etc. Et donc, Ariana Grande n'a pas besoin de prendre sa vue. Il va dire, si vous dites que le son est permanent, il s'ensuit à l'absurde qu'il n'est pas produit. Et donc, on n'a pas besoin de prendre la thèse de l'autre. Il suffit de retourner le tapis. Vous prenez la thèse de l'autre et vous la retournez contre elle-même.
C'est ça, être conséquentialiste. Ouais. OK. Et donc, Acharya Buddha Palita faisait exactement comme Arya Nagarjuna. Et Acharya Bhaviveka, qui était un logicien énorme, lui, il disait non, on a besoin d'un syllogisme. Et forcément d'un syllogisme autonome, puisque pour les deux parties en présence, on doit accepter que le son existe de manière inhérente, que sa production existe de manière inhérente. Alors, on pourrait débattre en disant, OK, certains disent que le son est permanent. Nous, on va dire, il s'ensuit que le sujet, le son, est impermanent car il est produit. En étant persuadé que l'autre et nous-mêmes acceptons que le son existe de manière inhérente, que son impermanence existe de manière inhérente et que sa production existe de manière inhérente. Alors qu'Arya Nagarjuna va dire, non, moi, j'ai pas besoin d'accepter que le son existe de manière inhérente. Donc, je vais vous dire, si vous dites que le son est permanent, il s'ensuit à l'absurde qu'il n'est pas produit. Et donc, il n'a pas besoin d'adhérer à la vue de l'autre. C'est pourquoi il va surtout employer la conséquence à l'absurde. Ouais, ça joue pour tout le monde? Un syllogisme autonome, c'est simplement que les éléments sont perçus de manière inhérente. Exactement, ils doivent être autonomes, ils doivent avoir une relation autonome. La raison qui est les trois modes, De cause, et de cause différente. oui, ou de nature, parce que c'est pas nécessairement, là, dans le sujet, le son est impermanent car elle est produite, c'est une raison valide de nature, c'est pas une raison valide d'effet. Ouais, donc dans ce cas-là, la nature même du son et la nature même de l'impermanence et la nature même de la production, ça doit avoir un lien inhérent. C'est ce que vont dire les autonomistes. Ils vont accepter l'existence inhérente conventionnellement. Ouais, ok. Et donc, les conséquentialistes vont même pas accepter l'existence inhérente, ni conventionnellement, ni ultimement. Sur aucun des deux tableaux, ils n'acceptent l'existence inhérente. Donc, c'est pourquoi, chez les Madhyamika, il y a cette distinction traditionnellement qui est faite. Ouais, mais si on devait poser, si on avait le 0,6 de Acharya Bhaviveka, on lui demande, est-ce que vous êtes autonomiste? Est-ce que vous acceptez l'existence inhérente? Il dirait, bah non, non, non. Ouais, donc ça, c'est juste des développements ultérieurs. C'est quand Acharya Chandrakirti est venu et a commenté dans le Prasanapada, dans les paroles claires, le Madhyamaka Shastra, il a donné tort à Acharya Bhaviveka et a donné raison à Buddha Palita en disant, en effet, il faut employer la conséquence. Ouais, ça ne veut pas dire que les Prasangika n'emploient jamais de syllogisme, mais ils n'emploient pas de syllogisme autonome, parce qu'ils n'acceptent pas d'autonomie, de toute façon. Ok, très bien. Maintenant qu'on a compris ça, C'est la différence entre les juges et Paris comment ça? par rapport à les économistes. Alors, les autonomistes, tout le monde va accepter Dura, donc les bases de la philosophie, les compendiums de thèmes, sauf que le contexte des compendiums de thèmes, c'est souvent Sautrantika. Ouais. Ça veut dire que quand on dit la définition d'une vérité ultime, c'est ce qui est ultimement capable d'opérer une fonction, c'est l'objet apparent d'une perception directe, etc. Ça, c'est Sautrantika. Ouais. Et donc, bien sûr que d'autres écoles pourraient accepter des points similaires, mais les Swatantrika ne vont pas accepter l'existence véritable, par exemple. Parce qu'aucun Madhyamika n'accepte l'existence véritable. C'est dans la définition d'un Madhyamika. C'est un tenant mahayaniste qui n'accepte pas l'existence véritable, même conventionnellement. Ouais, donc, ni les Swatantrika, ni les Prasangika n'acceptent l'existence véritable. Sauf que pour Tariq, après pour la logique, tout le monde emploie la logique. Tout le monde emploie la logique. Les Prasangika emploient les syllogismes, mais pas les syllogismes autonomes. Pour eux, la relation entre la raison, le prédicat et le sujet, etc., n'ont pas d'existence autonome. Mais ils peuvent employer des syllogismes quand même. Sauf que pour eux, n'auront pas d'existence autonome. Pour les non-Prasangika, ils auront une existence autonome, mais le syllogisme va fonctionner de toute façon. Oui, de toute façon, ça marche simplement. Chacun aura midi à sa porte, quoi. Mais on peut Oui. faire les mêmes syllogismes, mais des bases Exactement. différentes, sauf qu'il y en a un qui saisit l'existence inhérente. Et l'autre Oui, exactement. Quand Arya Nagarjuna dit, par exemple, votre son permanent, s'il est permanent, il n'est pas produit, ok, donc les non-prasangika vont dire, ok, ou vont pas nécessairement le formuler comme ça, mais ils vont dire, mon son qui est inhérent est impermanent de manière inhérente parce qu'il n'est pas produit de manière inhérente. Alors que pour Arya Nagarjuna, c'est juste le son conventionnel est impermanent de manière conventionnelle parce qu'il n'est pas produit, parce qu'il est produit de manière conventionnelle. Ouais. Ok. il y a bien un moment donné où vient sur le tapis le sujet, si c'est inhérent ou pas, quoi. Alors là, ça c'est sûr. C'est là où on va voir ce texte. Comme ça, ils peuvent durer une éternité. Et On verra jamais cet rien après-midi n'arrive. finalement. On va voir ce texte justement parce que c'est là où les Swatantrika et les Prasangika ne sont pas d'accord. Ouais. C'est-à-dire que les Swatantrika, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et surtout les Sautrantika, Swatantrika. Ouais, c'est surtout de ce point de vue-là qu'on se pose la question parce que
Ça, on l'avait dit une fois dernière, les soi-tantrikas, les autonomistes, ils se divisent en deux aussi, ouais, on pourrait dire les répertoires des vues. Parce que certains vont dire que conventionnellement, ils vont s'appuyer surtout sur les Sautrantika, conventionnellement. Les phénomènes ont une existence extérieure à la conscience, etc. Et d'autres, conventionnellement, vont s'appuyer sur le Yogacara. Et ils vont dire non, conventionnellement, les phénomènes n'ont pas d'existence extérieure à la conscience. Et c'est pourquoi on a les Sautrantika, soit Tantrika, et les Yogacara, soit Tantrika. On a cette division-là. Ouais. Et si ici, on débat on fait débattre les Sautrantika, soit Tantrika, et les Prasangika, dans ce cas-là, ça correspond tout à fait au texte qu'on a là. Ouais, qu'on va voir cet après-midi, où en effet ils se posent la question. Ils vont dire, OK, ils vont dire que les tables, les objets conventionnels, etc., semblent exister de manière inhérente. Tout le monde va être d'accord là-dessus. Les Swatantrika et les Prasangika. Sauf que les Swatantrika vont dire, ça semble exister de manière inhérente, et comme c'est l'objet d'une perception directe, et donc que c'est l'objet apparent d'une conscience ultime, non erronée, ça doit exister de manière inhérente puisque ça apparaît comme tel. Les Prasangika vont dire non, cette apparence est erronée. Ouais, donc ça, c'est déjà un premier point. Je sais pas si ça joue. OK. Et ensuite, la seconde question, c'est au sein de l'illusion, est-ce qu'on peut avoir des cognitions valides? Est-ce qu'on peut avoir des connaissances qui réalisent la réalité ou pas? Ça, c'est la seconde question. Les Prasangika vont dire, OK, même si les tables et les objets apparaissent de manière inhérente, ça reste erroné, mais on peut quand même avoir des cognitions valides, que c'est une table, que ça, ce n'est pas une table, que ça, c'est un livre, etc. Même si ça continue d'apparaître de manière inhérente. Les Swatantrika vont dire, si c'est erroné, c'est faux. Et donc, il n'y a pas de cognition valide. Donc, c'est pourquoi il y a ce débat qui est passionnant et qui permet de bien comprendre la distinction entre les Sotrantika, Swatantrika en particulier, et les Prasangika. Et ça nous amène à nous poser des questions, se dire, OK, on dit que tout est semblable à l'illusion. Comment est-ce qu'on peut avoir des cognitions valides? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on connaît quelque chose de manière véridique si tout est semblable à l'illusion? Est-ce qu'on peut avoir des cognitions valides au sein de l'illusion? C'est la question qui se pose et qu'on essaiera de répondre tout à l'heure. Façon de raisonner et le principal qui a dominé à les différentes philosophies. Oui, exactement. Exactement, puisque certains vont dire que puisque nos consciences directes, nos perceptions directes sont non erronées, ouais, surtout pour les sauts authentiques, parce que les yogacaras vont dire il y a une erreur, il y a l'apparence d'existence. Je dis par rapport à Oui, parce qu'on pourrait raisonner les deux existences différentes, mm, mais raisonner des conclusions différentes. oui, Donc, c'est quoi le lien entre les points, entre les personnes et le manuel, le méthode de raisonnement? oui, parce que c'est justement ce point de vue principal, se dire est-ce que quand on parle, par exemple, si on devait débattre, est-ce que le son est impermanent ou pas? Forcément, en tant que non-prasangika, on va imaginer que le son a une existence de son propre côté, une existence absolue, que son impermanence a une existence absolue, et que la relation entre l'impermanence et le son, c'est une relation absolue. Alors que les prasangika n'ont pas besoin de dire ça. Ouais. Et donc, c'est pourquoi les prasangika vont surtout se dire, pour quelqu'un qui est suffisamment préparé en face de nous, si on veut débattre avec cette personne, on peut faire générer une compréhension de la vacuité simplement par une conséquence. Ouais, parce que les prasangika vont dire, OK, si vous dites que le son a une existence inhérente, il s'ensuit qu'il ne dépend de rien. Donc, c'est aussi la vie qui crée la partie de raisonnement. Oui, exactement. C'est lié, c'est exactement lié. C'est pour ça, c'est pas vraiment une distinction purement de logique ou de façon d'appréhender les choses. C'est la logique employée correspond parfaitement à qu'est-ce qu'on accepte au niveau de la réalité ou pas. Est-ce qu'on pourrait être féministe et arriver à une conclusion à vie et commencer après de raisonner d'une façon. En général, on essaye d'adopter ces vues-là. C'est-à-dire que pour comprendre le prasangika, si on n'a pas d'abord compris Vaibhashika, Suotrantika, Chittamatra, Swatantrika, etc., c'est très difficile de comprendre l'objet de négation des prasangika. Et
Au premier abord, même quand on lit la définition d'un Madhyamika, ouais, c'est un tenant mahayaniste qui n'accepte pas l'existence véritable, même conventionnellement, ça veut dire que ni les Swatantrika, ni les Prasangika n'acceptent l'existence véritable conventionnellement. Sauf que leur compréhension de ce que veut dire l'existence véritable diffère largement. C'est pas du tout la même chose. Ouais, pour les Swatantrika, ça veut dire l'existence véritable, c'est si les phénomènes avaient une existence inhérente, ultimement, sans dépendre d'une conscience. Alors que les Prasangika diront l'existence véritable, c'est égal à l'existence inhérente. Donc c'est pourquoi c'est très, très... alors j'ai des diapos par rapport à ça, mais ça, on essaiera de les voir. Parce que ça nous aide à comprendre le niveau de profondeur. Parce que nous, en tant que personnes qui cherchons la réalité des choses, on va se dire, mais qui a raison dans tout ça? Qui a raison? Ouais, pour les Swatantrika, les Prasangika sont nihilistes. Et pour les Prasangika, les Swatantrika sont absolutistes. Donc qui a raison? Qui a tort? C'est à nous de faire la distinction. Et c'est à nous de bien comprendre quel est leur objet de négation respectif. C'est passionnant, mais c'est très difficile. Très difficile. Ouais. Ok, donc on va essayer de faire de brèves dédicaces et on va essayer peut-être avant de voir le texte, peut-être de voir cette distinction. Ouais, j'hésite à lequel des deux on va essayer de voir en premier. Peut-être le texte d'abord et après on verra justement qu'est-ce qui fait la différence entre les Swatantrika et les Prasangika au niveau de l'objet de négation. Ici, c'est surtout du point de vue de l'épistémologie. Comment est-ce qu'on sait qu'on est en accord avec la réalité ou pas? Ouais, parce qu'on sait très bien que les tables, les objets, comme on a dit tout à l'heure, ça nous apparaît de manière inhérente, mais ça n'a pas d'existence inhérente. Mais que veut dire l'existence inhérente? Si ça existait, qu'est-ce que ça voudrait dire? Exactement. Ça, c'est très difficile aussi. Ouais, ok. Donc, on essaiera de voir ça progressivement, j'espère. Ok. Donc, on peut dédier à la longue vie, à l'excellente santé de sa santé d'Adama, sans qui personne ne serait là ici. En tout cas, surtout pas moi. Je serais certainement un junkie dans un caniveau. OK? Et donc, grâce à ces enseignements, on peut essayer peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Donc, c'est vraiment grâce à lui qu'on peut se réunir aussi aujourd'hui. Et pour que nous puissions tous éliminer les voiles, purifier suffisamment notre esprit pour les rendre ces consciences un petit peu plus translucides et aptes à comprendre ces objets extrêmement profonds qui sont les vérités ultimes, etc. Et que pour que tous les êtres sans exception puissent éliminer tous les voiles et parachever cette nature de Bouddha qui demeure en eux depuis des temps sans commencement et pour que nous puissions profiter de ce magnifique repas à l'extérieur au soleil. Merci. Et on se rejoint à 14 heures, c'est ça? Ou avant? Avant. 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 Ce serait bien parce que sinon c'est long, hein. Donc, 1 heure et demie. Ouais, parce qu'on a tous les crocs pour essayer de découvrir tout ça. Ce truc-là, on en a truffes humides et les oreilles qui se dressent. Donc à 13h30. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bon appétit. Salut Daniel. Ciao.